Bonsoir à tous ceux et celles qui nous rejoignent sur 95.2, la radio Ici Maintenant, Paris-de-France, ici-maintenant.com pour nous écouter, nous regarder via Internet. Le magazine Énergie Positive, ce soir avec Maxence Laillé. Maxence, bonsoir à toi. Bonsoir Laurent, bonsoir à tous. Très heureux de t'accueillir dans le cadre de cette émission, Maxence. Pareillement, un début d'année tonitruant. Oui, à l'image de cette émission. Orbs, l'autre planète, une revue avec le numéro 1 qui est sorti il y a de ça quelques semaines. Oui, Mois, c'est ça, c'est ouais. quoi, un mois, 2 mois à peine? 2 mois à peu près, À peu près, maximum, ouais. ouais. Maxence, bien entendu, alors ce numéro 1, sachant qu'il y a eu un numéro 0, c'est donc le deuxième, même s'il porte le numéro 1. Question conne, mais qui a peut-être son sens. Pourquoi un 0? Alors, bien, il y a deux choses là-dessus. C'est tout d'abord dans la presse, on a coutume de faire un numéro 0 quand on lance un nouveau format, quand on lance un nouveau magazine. Et donc, dans l'esprit des choses, de débuter avec un 0, c'était logique, quoi, de faire un peu un numéro test. Mais sauf que ce numéro test, il y avait du vrai contenu à l'intérieur. Et là, donc, faire un numéro test qui aurait été édité à une dizaine d'exemplaires ou à une quinzaine d'exemplaires et qui serait vraiment condamné à un destin d'être un prototype ou un collector, vu le contenu qu'il y avait dedans, ça m'ennuyait un petit peu, donc on a décidé de le sortir et de le rendre disponible. Et ça a été le numéro 0 qui s'appelle Le Commencement, où on a Luc Montagnier à l'intérieur qui nous parle de la mémoire de l'eau et des travaux sur l'émission électromagnétique de l'ADN, on a des choses sur les cycles du soleil, on a un texte de Barjavel, enfin voilà, il y avait vraiment des choses dedans où, de mon point de vue en tant que responsable éditorial de la revue, il était plus que légitime de rallumer les étoiles et de diffuser ça à tout le monde. Ouais, allumer les étoiles, bien évidemment, parce que ça fait référence à la revue, Mm. L'autre planète. D'ailleurs, Oui, à la citation d'Apollinaire qu'on met à l'arrière de ce numéro-là sur le commencement. Et la seconde raison, c'est parce qu'effectivement, il se trouve que, en fonction des traditions mathématiques, c'est le 0 qui est le premier chiffre et pas le 1. la référence à la revue de L'autre planète de Powells. Comment et pourquoi avoir décidé de faire ce clin d'œil, pas uniquement au niveau du format, puisque le format, c'est quoi en fait? On dirait un carré rectangle selon le nombre d'or, limite, quasiment, presque. Oui, c'est en fait c'est le format de la revue Planète de l'époque, à peu de choses près, un demi-centimètre près, c'est le même format. Il se trouve qu'effectivement, pour le format de l'objet en lui-même, le format du livre, de la revue, lorsqu'on a fait des tests dans les maquettes à blanc, comme on dit dans le jargon, de la revue de Orbs, lorsqu'on a fait des tests et qu'on mettait comme ça différents formats sur la table, et ben en fait les grands formats passaient pas forcément bien, c'était pas ceux-là qui étaient privilégiés, c'était le format petit. Et il y avait vraiment enfin il y avait des mouvements des personnes spontanées à prendre le petit dans les mains, à le feuilleter, et ça leur plaisait, c'était pratique, c'était ergonomique, etc., etc. Donc il y avait à la fois le fait de reprendre le flambeau, de reprendre un esprit qui est celui de la revue Planète et donc de proposer un Planète d'aujourd'hui. C'est vraiment ça en termes de vision éditoriale qui nous a guidés dans le lancement ou le fait de raviver en tout cas cette revue, cet esprit en tout cas d'une revue, cette direction. Et en plus, le fait que quand on faisait des tests, c'était validé par les gens, quoi. Le format, hein, je parle du format. Quand tu Voilà. dis nous, tu penses à qui? On était, même si je suis un peu à l'initiative du projet, on est quand même, il y avait quand même toute une équipe. Il y a à peu près il y a une trentaine de personnes pour chaque numéro qui se retrouvent être impliquées entre les contributeurs, les auteurs, et puis il y a toute la troupe maquettiste, directeur artistique, assistant éditorial, traducteur. Correctrice, voilà, il y a toute une équipe, il y a un ensemble de petites mains qui participent à la qualité de la revue. En tout cas, l'idée, est-ce qu'elle vient de toi? C'est toi qui lances finalement, Oui, peut-être en mémoire c'est de ça, ta ouais. jeunesse, Planète? Bah oui et non, parce qu'en fait, moi, Planète, je connaissais pas, j'ai découvert ça en 2004 chez un bouquiniste, un antiquaire, hein, où là, donc, je découvre une revue format carré dans un landau, dans un berceau. euh, et j'hallucine complètement dans cette revue qui est exactement
ce qui va me passionner et qui va faire que je suis journaliste scientifique, ou en tout cas que je vadrouille dans les contrées un peu oubliées de l'histoire des sciences, où il y avait à la fois sur, mettons une double page, des photos d'un gourou indien avec, puisque la revue Planète, c'est une revue qui a existé entre les années 1961 et 1971, donc grosso modo il y a plus de 50 ans que Planète a été lancée à l'initiative de Louis Poels, de Jacques Bergier et aussi de François Richaudot, qui était donc un éditeur averti des choses du papier, mais des conditions, des règles que devait adopter le papier et la typographie pour être la plus ergonomique possible dans l'accessibilité de l'information. Donc Richaudot incarnait ça, hein, le savoir-faire en matière de forme. Et donc il y a une profonde modernité dans ce trio, ça donne la revue Planète qui est lancée en mars 61. Et puis, et donc bon bah moi je suis en 2004, quelques années plus tard, et je découvre la revue Planète, et donc je vois une double page sur les sages indiens, et puis la page d'après c'est un grand reportage en Suisse sur le chantier de la construction de l'accélérateur du CERN. Et puis encore 2 pages d'après, c'est une nouvelle de Lovecraft ou alors une nouvelle de Philippe K. Dick. Donc c'est juste la revue excellentissime qui va à la fois de l'aspect science dure en train de se faire et questionnement lié à l'univers et au cosmos, aux traditions et même à la dimension anthropologique en fait, hein, de l'homme dans dans toutes les cultures et dans toutes les traditions, ou en tout cas dans la diversité ethnologique ou ethnographique dans la relation au monde et au cosmos. Voilà. Et donc, et ça, bon, c'est un peu effectivement les grilles de lecture que je peux avoir dans mon travail de journaliste, et du coup, ça me parlait vachement, et c'est sans doute resté dans un coin de ma tête. Et c'est donc en décembre 2011 qu'il y a eu l'idée qui m'est venue mais oui, c'est ça, proposons un planète d'aujourd'hui. Alors Voilà. pourquoi Orbs? Ah, Orbs, et ben en fait, c'est la contraction en fait du mot orbital. Et il se trouve que toujours pareil, hein, dans la révolution, enfin dans l'histoire des sciences et à l'époque des modernes, la révolution des Lumières, eh bien le mot orbe, c'est le terme qu'on donnait aux sphères qui étaient en mouvement dans le cosmos, en mouvement dans l'espace autour de la Terre. Donc les orbes, ce sont ces sphères qui dessinent des cercles dans le ciel. Ça, c'est à l'époque de Newton, c'est à l'époque de Benjamin Franklin, bon, à l'époque de Kepler. Voilà, on appelle ça des orbes. Depuis, j'ai découvert plein d'autres acceptations ou sens du mot. Par exemple, l'orbe en astrologie, c'est un angle assez particulier qui est formé en termes de figure géométrique, quoi. Ça dessine un angle particulier, c'est un des angles, comme on a le trigone, je Oui, crois, d'accord, ou ok. comme on a les carrés, Ou ben le on a des degré. orbes, quoi. Voilà, ça je le savais pas, je l'ai découvert il y a quelques mois, ou en tout cas on me l'a dit il y a quelques mois. Mais initialement, le mot orbe, c'est d'abord en termes de référence à l'histoire des sciences et surtout aux révolutions scientifiques, il y a effectivement la révolution en tant que changement de paradigme scientifique, puis la révolution au sens la révolution d'une planète ou d'un corps céleste dans l'espace. Donc c'est ça qui est derrière le mot orbe. Puis il y a aussi le fait que ça soit un fameux phénomène lumineux présent sur des photos, plutôt numériques. Et ça, en tant que journaliste scientifique hein, qui aime bien tous les trucs électromagnétiques ou les trucs liés à la lumière, bon, c'est un clin d'œil qui me va bien, qui reste cohérent. Et puis voilà, donc il y a différentes autres acceptations qui existent. Il y a eu une revue, par exemple, dans les années 30 qui s'appelait Orbe, une revue italienne d'avant-garde artistique. Enfin voilà, donc on fait des choses comme ça, et puis c'est après qu'on a des informations qui arrivent et qui viennent nourrir comme ça les différentes facettes ou les différentes dimensions de l'histoire du mot, de la sémantique. Comment est venue l'idée de Orb ou Orps? Parce que là, pour le coup, il y a un S. Bah, ça, c'est comme je te l'ai dit, c'est l'abréviation du mot orbital. Oui. Et en fait, donc et donc on a fait tomber le E. Mais d'où vient l'idée, pourquoi Orb ou Eh ben, en fait, Orps? on avait mis par exemple, au moment où on était dans la phase projet de la revue, euh, moi j'aimais bien le mot révolution. Par exemple, ça a failli s'appeler Révolution, mais sauf que le nom était, par Mhm, rapport mhm. à la petite équipe avec qui on faisait le brainstorm, comme on dit, quand on était devant notre tableau avec tous les noms écrits dessus, Révolution c'était un peu trop politique, c'était un peu trop connoté, c'était un peu trop rouge, quoi. Alors que moi j'avais vraiment d'abord cette acceptation scientifique en tête, puisque c'est cette idée de renaissance, cette idée de changement de paradigme globaux ou propres à différentes disciplines scientifiques ou humaines. Mais voilà, donc en tout cas, révolution, sémantiquement, c'était trop chargé, c'était trop fort. Alors que Orb, eh ben, il est.
il va sans doute être plus rond et plus élégant. Oui, mais ça ne me dit pas. Donc, est-ce à dire que, on va dire comme ça. Ben, c'est celui-là qui a Donc, il faisait accroché. partie de la liste. Il était Exactement, ouais. sorti. Voilà, ben moi j'ai mis Orbital, parce que Orbital en anglais, on a Ubi et Orbi, donc Orbi l'orbe, le cercle, et en même temps Tales en anglais c'est la notion de récit. Donc c'est les histoires de la planète, quoi. Et après, l'idée, si on se fait le lien donc avec planète, bien sûr, le fait que ça corresponde à des planètes en mouvement, à des planètes qui dessinent des cercles, donc ça, voilà, c'est assez intéressant. On passe de la planète à planète en dynamique, sur une échelle plus grande et surtout dans ce mouvement des connaissances. C'est beau, c'est beau. Et en même temps, comment se dessinent, je vais dire, les différents sujets, thèmes que tu vas aborder dans ce numéro un comme dans le numéro zéro. Peut-être c'est peut-être plus facile à faire pour entre guillemets, le premier. C'est un premier jet, un essai, on voit. Donc on parle des sujets et thèmes qui peut-être nous intéressent. Et puis ça, c'est une première chose. Mais dès le moment où on enchaîne sur le premier, on doit être dans une certaine forme peut-être de continuité, garder le même esprit de diversité, de richesse, en abordant le domaine des arts, des Bah, sciences. moi j'étais assez impatient en fait d'avoir ce second numéro qui pouvait sortir, puisque il est très différent du numéro zéro et en même temps, enfin, tu nous diras en tant que lecteur, hein, en même temps on sent bien qu'il y a une cohérence quoi. Entre le zéro et le 1, il y a le même esprit qui est là, alors que les sujets sont complètement différents. Mais peut-être tu pourras plus donner je sais pas comment toi tu l'as perçu, ce que tu en as senti, mais Et à l'image de Planète, hein, encore une fois de Powell et de Bergier, il y a cette idée d'avoir une collectivité holistique de thèmes, de sujets qui en apparence sont disparates et en même temps qui forment une sorte de cohérence. Alors pour donner un peu à l'image de ce que tu peux aborder dans le numéro un, on part de Platon avec l'allégorie de la caverne, il y a Muhammad Yunus qui donc parle de l'économie fondée sur l'altruisme en Inde. On aborde là aussi les principes. Bangladesh, 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 je t'en remercie. je t'en prie. Les principes de l'économie écologique, ça c'est pour toi en tout cas où tu as eu l'occasion d'aborder ce sujet-là. Donc autant tu écris que tu donnes la parole, que certains collaborateurs ont l'occasion de parler des NDE avec donc ce nouveau numéro. On parle de domaine des arts, que ça soit ces fameuses tisserandes qui ont lieu à la Martinerie, c'est du côté de C'est en Touraine, c'est au sud de Tours. avec des tapisseries vraiment extraordinaires. Ça, j'ai beaucoup aimé ce sujet-là, ce thème-là. Il y a dans ces différents sujets, thèmes, et surtout aussi en même temps à la fin, des petites perles qui, toi, t'ont interpellé, t'ont marqué, et dont tu fais référence et écho pour les auditeurs qui nous écoutent, mais en tout cas pour les lecteurs surtout. Tu évoques les repérages, c'est ça? Alors, je ne sais pas ce que tu appelles repérage. C'est les brèves à la fin. Exactement. Hmm. C'est comme ça que tu les nommes, des repérages? Bah oui, parce que quand on est sur une planète, on repère des choses, quoi. Donc il y a cette forme de coalition, je dirais, un univers qui a une certaine forme de cohérence. Hmm. Voilà, à travers aussi bien des sujets qui en apparence sont disparates, mais qui forment bien à l'image là aussi de la géométrie qui est cachée dans les fleurs, d'ailleurs qui est à l'image je vais le montrer, La marguerite. la marguerite. Ah, c'est là, hop là. Voilà, Orps, l'autre planète, c'est le numéro un avec une marguerite, où on voit donc la géométrie sacrée au sein de cette marguerite, car vous pouvez le voir avec un léger reflet, Ah, et on alors change, on rechange de caméra. voilà, il y a un léger reflet, on va le voir, voilà. Et ce reflet-là, donc, qui nous montre la géométrie sacrée au sein d'une fleur de marguerite. Hmm. Superbe livre, de belles images. On peut dire que c'est soigné. Il est clair qu'en faisant un magazine comme celui-ci, ou revue, il y a l'amour du travail bien fait. Lorsqu'on consacre du temps et de l'énergie pour avoir cette qualité, parce que ça se fait plus des revues comme ça. Il n'y en a plus. Enfin, moi, j'en connais pas en tout cas. Alors, toi, peut-être. Ben justement, autorisons-nous de le faire, hein. C'est pour ça qu'on l'a fait. C'est-à-dire, il y a dans les choses qui pouvaient nous motiver, ou en tout cas qui moi pouvaient justifier que je me retrouve à m'engager dans cette direction, c'est effectivement autorisons-nous. Qu'est-ce qui nous empêche de refonder ou de proposer la revue de nos rêves? Les finances. Peut-être, hein, Peut-être. mais ce principe de réalité-là, il marche dans les deux sens, c'est-à-dire, euh,
euh, si cette revue est juste, ou en tout cas qu'elle a sa place par rapport à ce qu'elle relaie, euh, un fonctionnement sain fera que elle pourra rencontrer son public, ou en tout cas qu'un public va émerger et qui va adhérer aux propositions, au contenu de la revue. Et par rapport à ce qu'elle propose, et surtout avec la forme et le soin, ou en tout cas la, la, La la cohérence, la beauté ou la qualité. cohérence, l'intégrité dans laquelle on va proposer les choses au niveau du contenu fait à l'intérieur. Et voilà. Et donc, c'est-à-dire que il y a cet élan ou ce mouvement initial, l'impulsion, l'initiative qui est de proposer la revue de Noreb ou de proposer, comme toi tu pouvais dire, une revue comme ça, il s'en fait plus. Ben peut-être que oui, il s'en fait plus, sauf que ben, maintenant, je sais même pas, moi, c'est juste que j'estime que la revue, elle doit être comme ça, ou en tout cas, si, moi je crois profondément aux vertus du média livre, et donc les vertus cardinales, et ça passera par le fait de revenir aux vertus cardinales d'un média livre, par rapport à l'objet qu'on a dans les mains, par rapport aux sensations que le corps va avoir en tenant l'objet, aux sensations qu'on va avoir au bout du doigt quand on tourne les pages, et aussi bien sûr à ce qui va se passer par rapport à ce qu'on lit et par rapport aux images qui vont accompagner ce qu'on va lire. On peut éventuellement du coup faire filer la métaphore avec le travail des enlumineurs, etc., etc., à l'époque des moines copistes, ou en tout cas des ouvrages qui étaient fabriqués de façon artisanale. Mais donc voilà, c'est-à-dire que le livre a sa place en tant que média pérenne, ou en tant que objet qui véhicule une information qui traverse le temps, qui a une pérennité. Donc halte à une information jetable, halte à une information éphémère ou temporaire, ou en tout cas qui est à obsolescence rapide dans sa durée de vie. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on revient à des fondamentaux, ça revient à une information fondamentale, ça revient à une information qui fait sens, ça revient à une information qui dure dans le temps, et donc à l'essentiel et à ce qui est important. Et c'est ça qu'on essaye de proposer au niveau de la revue. Et dans cet esprit qui était celui de nos aînés, Powell, Berger, Richaudot, qui était donc de rassembler des informations entre elles, qui concernaient autant les mondes futurs que les mondes oubliés, qui concernaient autant euh, des mouvements artistiques, je dis mouvements au sens des mouvements de création, des œuvres faites par des artistes, hein, qui raccrochaient, reliaient, renouaient avec des choses qui étaient fortes ou qui faisaient sens dans la relation de l'individu avec le collectif ou avec la société ou avec le cosmos, si on va avoir une vision un peu étendue aux autres règnes que simplement le règne humain, quoi. Et bref, pour en revenir à ça, donc il y a de l'ouverture, il y a de la diversité, et il y a le fait d'amener une information qui va nourrir, qui nourrit, et pas qui distrait. Voilà. Et donc, du coup, parce que l'époque actuelle, elle est marquée par une diversité, enfin pas une diversité, oui, il y a la diversité bien sûr, mais une profusion d'informations. Et cette profusion Tout d'informations, jetable, oui, comme tu voilà, disais. Ouais. cette surabondance, ben, il y a beaucoup de bruit. Et donc il y a beaucoup de bruit. Donc du coup, réduire le bruit, voilà, c'est réduire la confusion. Et donc réduire la confusion, c'est apporter une information qui fait sens et qui traverse comme ça le nuage, le bruit de fond. Ah, c'est ce que je te disais en même temps quand tu m'as demandé mon sentiment avant qu'on commence l'émission sur la revue, où je t'ai dit, c'est tout à fait le genre d'élément à avoir sa place dans une bibliothèque, pas uniquement pour la beauté de l'objet, mais en même temps à travers la profondeur des sujets abordés, des thèmes abordés. Euh, on va faire une première respiration musicale pour les auditeurs, pour nous tous, qu'on puisse se poser tranquillement, s'installer pour cette nuit et justement de voyager au gré de Orps, cette révolution qui va nous faire part eh bien aussi bien d'une vision ascendante que descendante à travers ces différents thèmes. On se retrouve d'ici quelques instants en compagnie de Maxence Laillé, journaliste scientifique, pour ce premier numéro, le deuxième en l'occurrence, de la revue Orps, l'autre planète. Merci Laurent.
Maxence Laillé, notre invité ce soir pour cette émission Énergie positive et Orbs, l'autre planète. Comme fil directeur de cette émission, nous sommes de l'étoffe dont sont faits les rêves, une citation de William Shakespeare. Et pour peut-être illustrer cette citation, j'aimerais qu'on puisse parler de la Terre. Et ce dont nous allons parler n'est que cela d'ailleurs, mais puisqu'on parle de l'autre planète, je me dis que avoir une vision de la Terre vue de l'espace, ça peut changer les choses. Et là aussi, on ne s'en rend pas forcément compte, car aujourd'hui, nous avons une vision de notre planète qui est celle peut-être à travers des images, à travers des maps mondes, à travers des photos, bien évidemment. Internet est une panacée pour trouver des images de notre planète, aussi bien, mais pas seulement. Il y a le Soleil, les différentes planètes du système solaire. On a des photos magnifiques grâce à Hubble, mais pas seulement. Et on ne réalise pas, peut-être pas autant, de l'impact que cela peut avoir sur la transformation intérieure, à l'image des 500 cosmonautes qui ont eu l'occasion de vivre cette expérience-là, et leur vie s'en est trouvée totalement bouleversée. 500, c'est pas rien. Et à chaque fois avec des retours sur Terre, si je puis dire, qui sont avec une vision, un changement de paradigme, d'une transformation intérieure qui est très forte. Oui, c'est-à-dire qu'il y a dans cet article qui a été signé par Jean-Pierre Gou, qui est un, qui est un auteur, mais qui est aussi un ingénieur, qui est un mathématicien, qui est un ingénieur écologue, on pourrait dire, dans son activité professionnelle par ailleurs, et donc qui est l'auteur d'une saga un éco-thriller qui s'appelle Le siècle bleu, qui est en 2 tomes, hein, qu'il a signé il y a quelque temps. Donc là, donc il nous a fait un texte sur un peu l'histoire de l'image de la Terre vue de l'espace, quoi. Et comment en fait des premières représentations, on pourrait dire imaginaires, qu'on pouvait trouver dans des textes, notamment à l'époque grecque, jusqu'au après aux premières fusées qu'on a commencé à envoyer dans les années 1940 à la lisière de l'atmosphère terrestre, ce qui fait qu'on a réussi à avoir des photos partielles à une hauteur d'à peu près 100 km de haut de la Terre. Et après, on a commencé à continuer à envoyer, en 69, on a envoyé donc l'homme sur la Lune, mais les photos qui sont revenues, c'était des photos de la Terre qui étaient prises aux 2 tiers. Et la première véritable photo de la Terre pleine et entière, celle qu'on a tous plus ou moins en fond d'écran sur un Macintosh par exemple, ça nous est tous arrivé au moins une fois, et ben elle date de 72. Donc avant 1972, il y a eu 0 photo de la Terre dans son entier qui avait pu être produite. Et c'est vrai que c'est comme pour la télévision couleur, ou c'est comme pour la télécommande, ou et voir bientôt pour le téléphone mobile, on a oublié qu'il y a une époque où on n'avait pas tout ça. Et donc pour la photo de la Terre, c'est le cas. Et donc dans ce texte-là, où Jean-Pierre Gou donc, nous relate Évolution. cette évolution cette prise de recul ou cet envol de l'homme par-dessus la planète pour réussir à prendre une photo entière de la Terre, il aborde quelque chose qui est l'overview effect. L'overview effect, c'est effectivement en français, c'est plus joli l'expression anglaise que la française. En français, on va appeler ça l'effet de surplomb. Donc c'est l'effet overview, l'overview effect, c'est ce changement de psychologie, changement de conscience dont les cosmonautes, les astronautes, les spationautes ou les taïkonautes, si on parle des astronautes chinois, témoignent en revenant sur Terre, liés à leur séjour dans l'espace. Alors qu'est-ce qui se passe? Il y a plusieurs facteurs qui entrent en compte. Il y a le fait qu'ils soient en apesanteur, le fait que c'est un environnement quand même relativement hostile, c'est-à-dire où donc c'est une situation existentielle, puisque donc la moindre fausse manip ou la moindre panne au niveau d'un système met votre vie en danger de façon radicale. Donc il y a une situation existentielle fondamentale. Oui, le danger est là, quoi. Voilà, Tout peut finir. et puis il y a donc un environnement. C'est pas que le danger, c'est le fait que on est isolé, on est en suspension, isolé, et en plus on voit la Terre vue d'en haut. Et en plus, on la voit à un rythme plus ou moins rapide, puisqu'on a je sais plus combien il y en a, il y a peut-être une vingtaine de couchers je crois que c'est toutes les 40 minutes, qu'il y a un coucher de soleil, ou un lever de soleil, un coucher de soleil, un lever de soleil. Donc ce qui fait qu'il y a une espèce comme ça de temps accéléré par rapport à la conception sur Terre. Et en même temps, on est suspendu au-dessus de tout ça, comme les magnifiques images qu'il peut y avoir dans 2001, l'Odyssée de l'espace par exemple. Donc ça fabrique toute une situation
qui est autant physico-chimique, dans le fait d'être dans l'apesanteur, d'être dans l'espace, d'être avec les rayonnements lumineux, l'alternance jour-nuit, etc., etc., et aussi psychologique par rapport à la situation. Et donc, et en même temps, ils sont confrontés à un spectacle qui dépasse l'échelle humaine. Qui dépasse l'échelle humaine. Et du coup, et là, on a donc et donc il y a plusieurs bouquins qui ont été faits sur l'effet overview. Il y a même un documentaire qui est en cours de production. Jean-Pierre Gou dispose des droits pour faire des projections qui durent 20 minutes à peu près de ce documentaire. Et là, par exemple, il y a une citation, on en a reprise quelques-unes dans le cadre de l'article. Donc les premiers jours, nous montrions nos propres pays. Au troisième et quatrième jour, notre continent. Dès le cinquième jour, nous ne fîmes plus attention qu'à la seule Terre. Donc, et ça, c'est une citation que moi je trouve extrêmement intéressante. C'est pour ça, évidemment, qu'on l'a glissée dans l'article. Mais parce qu'en fait, c'est celle d'un astronaute qui vient d'Arabie Saoudite, après 7 jours dans l'espace. Donc, quelles que soient les traditions, quelles que soient les cultures des personnes, quelle que soit leur origine démographique ou la situation géopolitique, il se passe quelque chose qui dépasse les frontières dans l'esprit des gens. Et après, donc, quand ils reviennent sur Terre, ils sont les grands témoins, mais les grands témoins comme les premiers explorateurs qui allaient au pôle ou qui allaient dans des pays lointains, ils sont les témoins privilégiés d'une vision et donc d'une expérience privilégiée liée à la planète dans son ensemble. Et ça se traduit par des prises de position, ou en tout cas par des paroles qui transcendent les clivages et les frontières. Oui, c'est pour ça que d'ailleurs Jean-Pierre Gou, pour inaugurer, je dirais, cette thématique, parle d'expériences quasi mystiques. Et c'est vrai qu'on ne réalise pas à quel point cela peut changer la vie d'un homme. Mais oui, parce qu'en plus, si on raisonne, si on se place uniquement, c'est très réducteur, mais uniquement sur le plan scientifique, il ne faut pas oublier que les astronautes sont monitorés en permanence depuis la Terre au niveau de leur physiologie. Donc ce qui fait qu'en fait, la composition de l'air, leur rythme cardiaque, etc., etc., toutes ces données-là, elles sont reçues sur Terre. Et ce qui fait qu'on est en permanence, on peut voir s'ils sont en situation d'exaltation, en situation de sommeil, en situation d'inquiétude, etc., etc., d'angoisse. On est en mesure à distance d'avoir une vision de leur équilibre physiologique. Et du coup, tout ça fait que c'est pour ça qu'on peut avoir une étude scientifique de l'overview effect par rapport aux évolutions de conscience ou en tout cas aux états émotionnels que les corps des astronautes ont pu traverser et donc ce que la conscience des personnes ont pu éprouver au moment d'émerveillement quand ils regardent la Terre depuis leur hublot et qui prennent des photos tout le temps, comme il y a quelques-uns qui le font, quoi. En tout cas, sur les 500, ça a l'air d'être une généralité. C'est Oui, oui, effectivement c'est ça, ouais. l'overview effect Il y en a une infime minorité qui n'a pas éprouvé l'overview effect. Tous l'ont éprouvé, après à des niveaux d'amplitude différente. différentes, et c'est directement corrélé à leur durée dans l'espace. Ah ouais. À la Oui, durée, plus on reste longtemps, plus on est contaminé, quoi. Puisque tu fais référence à 2001, l'Odyssée de l'espace, un élément qui est important et qui ressort bien dans ce film, euh, c'est qu'il n'y a pas de son dans Dans l'espace, l'espace. exactement, ouais. Et le sentiment d'intériorité, c'est ça qui est marrant, et la notion de l'espace-temps est totalement différente, nous fait entrevoir la planète comme étant... euh, je regarde par exemple ce qu'en dit Edgar Mitchell, je regardais notre planète comme si j'avais entreaperçu la divinité même. Ou alors cet astronaute russe, la Terre paraissait petite, bleue, claire, si attendrissante, si esselée. C'était notre demeure, et il fallait la défendre comme une sainte relique. Elle était absolument ronde. Je crois que je n'ai jamais su ce que le mot rond signifiait avant d'avoir vu la Terre depuis l'espace. Quand on lit ce Oui, c'est propos, magnifique. Moi, la phrase, elle était absolument ronde. On est dans l'absolu, on est dans quelque chose qui est au-delà de l'échelle humaine, ouais. donc c'est ce qui est de surcroît d'autant plus intéressant, c'est la manière dont certains écrits peuvent nous décrire déjà à une époque très reculée. En l'occurrence, c'était Platon qui nous parle de Socrate, dans Phédon, et qui parle justement de la Terre vue de l'espace. Et curieusement, il y a cette même sensibilité qu'on pourrait retrouver de la part de ces fameux astronautes aujourd'hui. Comme quoi, je ne sais pas dans quelle mesure Socrate, Platon, la Grèce, on va y revenir d'ici quelques instants, ont pu peut-être toucher certaines choses. Et je ne pense pas qu'il n'y ait que la poésie ou que la projection de ce que cela pourrait être qui peut rendre la profondeur de ce texte de Platon avec ses propos de Socrate.
C'est assez Bah, étonnant. bah oui, c'est vrai que c'est assez étonnant, puisque donc même si là on va pas le lire à l'antenne, les mots qu'emploie Socrate, ou en tout cas dont il se fait l'écho avec les phrases de Platon, euh, on est sur un langage qui est relativement naïf, candide, mais en gros c'est quand même la description juste de la planète Terre. Alors comment ont-ils pu se représenter les choses ainsi? Moi, je pense, puisque on peut, on en a la quasi-certitude au niveau de l'Orient, entre l'Inde et la Chine, qu'il y avait donc des techniques de conscience modifiées par le Qigong, par les yogas, les Védas et ainsi de suite, qui permettaient donc de voyager, d'avoir des visions globales. Et il y avait évidemment, enfin moi en tout cas je pense, il est hautement probable, au-delà des fumées, des encens et ainsi de suite, qu'il y avait des techniques de conscience augmentée qui pouvaient être pratiquées dans des écoles philosophiques, dans des écoles d'initiation en Grèce, hein, et qui a permis de faire certains types de voyages astro ou mentaux, qui permettaient donc via cette conscience augmentée de voir les choses d'une certaine façon. Et donc ce qu'on va appeler aujourd'hui des psychonautes, hein, bien sûr, ou qui correspond à du néo-chamanisme. C'est intéressant. Ce dont tu nous parles là, sur ce que pouvait peut-être utiliser comme outil la Grèce antique avec ces fameuses expériences de conscience exacerbées, amplifiées, modifiées, Augmenté, ouais. augmentées. Tu en as trace, toi, quelque part? Parce qu'on sait qu'il y avait certains éléments comme ça qui nous permettaient enfin, qui leur permettaient d'avoir des visions de ce que pouvait être l'avenir. Euh, Bah, à titre personnel, moi, j'ai pas travaillé sur les oracles. les écoles des mystères grecs, etc., etc. Mais en revanche, on voit aujourd'hui les techniques de respiration, simplement de respiration, hein, sans forcément prendre qu'on appelle ça des techniques antéo quelque chose, quoi, pneumatique, antéo sonique. Enfin, il y a différentes techniques qui existent, hein. Mais donc, sans prendre de substance en tant que telle, voire même sans utiliser un support comme la musique, hein, simplement par des techniques de respiration particulières. Et ça, Stanislas Grof, avec la respiration holotropique, par exemple, l'a bien démontré. Simplement avec des techniques de respiration particulières, on peut tout à fait décoller. On peut tout à fait avoir un état de conscience augmenté qu'on va induire via la respiration, c'est-à-dire via une certaine rythmique qu'on impose au corps, et via aussi des modifications de la composition chimique, de la balance gazeuse qu'on va avoir au niveau du sang et donc au niveau de la façon dont nos organes vont être plus ou moins oxygénés. J'imagine, je ne vois pas comment, à l'époque des Grecs, vu qu'en plus, par ailleurs, ces techniques-là, fondées sur la respiration, voire sur des postures, voire sur des mouvements, là aussi, le son n'est pas encore là et les substances ne sont pas encore là. Et ces techniques-là, donc corps, posture, respiration et visualisation éventuellement, étaient pratiquées en Chine ancienne par les taoïstes et en Inde par les yogis. Donc je vois pas pourquoi chez les Grecs ils auraient été un peu plus stupides que les autres et qu'ils n'auraient pas été avertis ou qu'ils n'aient pas pu mettre le doigt sur ces techniques-là. Voilà. Si nous on est capable de le faire au XXe siècle, sans utiliser aucune technologie développée simplement par de la pratique et de l'assiduité et une approche raisonnée, on pourrait dire rationnelle des phénomènes, je vois mal comment, à l'époque grecque, ce type de connaissance n'ait pas été couru. D'accord, mais en tout cas, toi, tu n'en as, t'as pas eu l'occasion de Non, parce tomber que j'ai sur... jamais bossé sur les écoles, Hmm. sur les mystères et sur les techniques des mystères. Mais bon, par rapport à ce qu'on a pu, ce qui peut être dit ou ce qu'on peut voir passer, il y a effectivement l'école des mystères, il y avait les rites d'Isis, il y avait, il semble que certains auteurs grecs avaient un peu bourlingué et avaient été un peu initiés à différentes choses. Il y a le mythe d'Orphée, ou en tout cas Orphée en tant que personnage qui incarne à lui-même, à lui seul, beaucoup de je ne vais pas dire d'initiation, mais en tout cas de savoir, hein, qu'on lui a transmis. Et que lui-même va transmettre, etc., etc. Et là, en plus, c'est vrai que je fais le lien sans le faire exprès avec notre sujet sur la NDE, mais bon, voilà, c'est comme ça, C'est comme tout est ça, connecté, oui. tout est relié. Mais voilà, donc il y a de toute façon toute une histoire occulte grecque qui existe et qui ne demande qu'à être remontée à la surface. Et moi, en tout cas, en tant que journaliste scientifique, pourrais-je dire,
on peut poser l'hypothèse que quelqu'un dans le monde, que ce soit aux États-Unis ou en France ou quoi, a travaillé dans ces directions-là et qu'il y a des bouquins qui existent sur le sujet. À titre personnel, moi, j'ai jamais cherché dans cette direction-là, donc c'est pour ça que je suis pas en mesure de fournir de références et que j'ai l'impression que je peux donner l'impression comme ça de commenter les choses façon bref de comptoir. Mais c'est simplement parce que je n'ai pas regardé dans cette direction-là. J'ai jamais lancé de requête dans cette direction-là. Mhm. Moi, je te posais la Mais on question, peut avoir l'hypothèse que des universitaires très sérieux ont pu tout à fait bosser là-dessus. peut-être un futur sujet, thème pour Orps, l'autre Oui, oui, planète. bah même, tu vois, par exemple, en termes toujours pareil de religion comparée, euh, Bacchus, Dionysos, les rituels dionysaques, et donc ces dispositifs ou ces scènes qui ont été notamment dessinées via des, via les poteries, via les vases dans la tradition grecque, nous montrent bien qu'il y a des savoir-faire ou qu'il y avait des libations qui existaient, qui permettaient, donc là certes il y a une prise de substance, hein, mais si ma mémoire est bonne, au niveau des danses grecques et dans la façon de faire les rondes, Et le et, théâtre aussi. voilà, et de faire la ronde dans les danses, et donc de courir, ou en tout cas d'être sur une certaine vitesse, sur un certain rythme, et donc sur une certaine oxygénation du corps, ça permettait d'induire des états de conscience modifiés. Je ne parle même pas de la Pythie, puisqu'elle elle se mettait la tête au-dessus au-dessus d'un gaz, et hop, elle décollait comme ça, mais voilà. Et oui, d'ailleurs, ouais, une invitation à voir du côté justement du théâtre, de Oui, la tragédie grecque, tout à fait, avec les masques et de justement ce que ça exactement, pouvait impliquer lors des bacchanales. exactement. Alors forcément, voilà, les liens se font, le fil est peut-être ténu à travers les différents thèmes et sujets au sein de Orps, mais il est là, puisque un grand article de Eric Pigani sur les EMI, hein, expériences de mort imminente, ou les NDE, Near Death Experiences, donc, journaliste, thérapeute et musicien, Eric Pigani a été très tôt touché par ce thème, ce sujet des expériences de mort imminente. Et tout commence dans cet article, lors de la rencontre qu'il peut avoir avec, bien entendu, le médecin psychiatre Raymond Moody, le père, si je puis dire, de cette Prise de conscience, prise hein. de conscience, oui, à travers tous ceux et celles qu'il a pu rencontrer et qui ont vécu ces expériences. Alors une fois, deux fois, trois fois, et puis quand on est médecin, psychiatre et qu'on se rend compte de tous ces différents éléments. Et ça commence pour Raymond Moody, en tout cas, lorsqu'il était à l'école et qu'il enseignait. C'est une question? Non, tu vois, je te renvoie la balle au bon alors. Ah, c'est sympa, merci Laurent. Donc effectivement, sur ouais, ce texte sur les NDE, donc c'est un grand format, et puisque ça fait 32 pages, hein, donc c'est un grand format, et c'est exactement pour ce type de contenu que je suis, à titre de rédacteur en chef ou directeur de publication, fier que la revue existe. Puisque ça explose les formats conventionnels, ça déborde bien au-delà, et simultanément, quel bonheur de le découvrir ou de le lire, puisque on est dans un grand récit qui conjugue anecdotes personnelles, compte rendu scientifique, petite et grande histoire, et on passe en revue comme ça 35 ans du phénomène des NDE, entre les années 78 et la parution en France du livre de Moody, donc 75 aux États-Unis, et mars 2013, et le second congrès sur les expériences de mort imminente qu'a organisé Sonia Barcala à Marseille. Lorsque, comment s'est passé, je dirais, alors, est-ce que tu connais Eric Pigani? Comment s'est passé la connexion pour parler de ce sujet-là, de ce thème-là? C'est lui qui me l'a proposé. C'est un sacré boulot. On sent que, bon, déjà d'une part, il est vraiment touché directement pour avoir eu l'occasion de vivre une expérience. Tu vas avoir l'occasion de nous en parler d'ici quelques instants. Ce qui est important pour ce qui est des chiffres, La vie après la vie de Raymond Moody s'est vendue à 30 millions d'exemplaires. 30 millions d'exemplaires, c'est énorme. On se rend pas compte, enfin, je veux dire, ça peut être un chiffre comme ça, comme on peut lancer des milliards d'euros. Et je crois que ça a dû se vendre à peu près 1 million d'exemplaires en France. Ouais. Donc, 30 millions d'exemplaires vendus, je considère que c'est gigantesque quand on voit la somme de lecteurs qui ont pu s'intéresser au sujet, sans compter tous ceux qui ont eu l'occasion de passer le livre de main à main ou d'en parler. Donc le sujet des MI ou des NDE est quelque chose d'assez répandu.
Là, il est devenu grand public, ouais, bien sûr. Et merci donc à ceux qui Ah, ont c'est pionnier, ouais. défriché, à ces pionniers. Précurseur. C'est clair. La vie après la vie, 30 millions d'exemplaires dans le monde depuis 1970. Lorsque on a l'occasion d'aborder ça et qu'on est pionnier, Raymond Moody, et de ce qui en ressort au sein de cet article, euh, se trouve confronté déjà à un accueil qui est admirable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de rejet de prime abord lorsqu'il il Sur le fait... sol américain. Ouais, sur le sol américain. On Parce peut que faire la distinction en avec l'Europe. France, ça a pu un peu plus être crispé, ouais. Donc, comment expliquer un engouement comme ça, déjà dès le début des années 70 aux États-Unis, et de l'impact que cela a pu générer dans le milieu scientifique? Bah, tout d'abord, il y a deux choses. C'est que, au niveau de la méthode, ce que Moody a fait, c'est une compilation de témoignages. Il a collecté, reçu et analysé des témoignages. Et ce qu'il a mis en évidence, c'est qu'il y avait des traits communs aux différents témoignages. Ça, c'est un premier aspect. Il n'est pas du tout en train de, de se frotter ou de se risquer sur la conception de la mort, sur la conception de l'âme, sur la conception de l'au-delà, etc., etc. Il est juste en train de dire, à cette époque-là, hein, dans les années 70, 75, 78, donc avant les années 80, à ce moment-là, il est juste en train de constater que si on tend le micro et qu'on donne la parole à des personnes qui reviennent d'un arrêt cardiaque, ou qu'on a déclarées mortes, elles racontent des choses et qu'elles ont perçues. Et quand on compare ces témoignages, eh bien, il y a des structures récurrentes. Voilà. Ça, donc il y a des points similaires, enfin il y a des éléments qui sont similaires point par point. Premier niveau. Et second aspect, eh ben, C'est pas 73, si tu veux. oui, non, mais c'est pas par rapport à ça. Second aspect, je te remercie. Euh, Si ça parle à tellement de monde, c'est parce que le phénomène existe et que des personnes l'ont vécu. C'est-à-dire qu'en fait, euh, il recueille des témoignages qu'il rassemble ou qu'il condense ou qu'il synthétise dans son ouvrage et dans son enquête, et du coup l'ouvrage sort et raconte des choses, mais ça fait écho auprès de toutes les personnes qui l'ont vécu mais qui n'ont rien dit. Et comme il y a un grand nombre de personnes qui l'ont vécu, même si elles n'en ont rien dit, automatiquement, ça crée beaucoup de lecteurs. Logique. Voilà. Moi, je le vois comme ça, c'est un effet de masse, quoi. C'est un effet de masse parce que tout le monde est concerné ou parce que bien plus de personnes est concerné qu'on ne peut se le représenter de prime abord. Et il évoque quelque chose de très intéressant. Et là, je ne sais plus quelle page c'est, ça doit être peut-être la page 76 ou 77, 78, peu importe. Euh, Moody, dans sa discussion avec Eric Pigani, qui c'est un peu de fil rouge à l'ensemble de l'article, euh, il évoque les détracteurs ou les phrases pas très sympathiques les contre-arguments en tout cas qu'on a pu lui opposer avec les années 80, où on lui dit oui, depuis que vous avez sorti votre bouquin, bah, ça a créé de l'hystérie, ça crée des hallucinations, il y a plein de gens qui se retrouvent à raconter la même chose. Vous avez induit en quelque sorte des témoignages suggérés. Et, et oui, en tout cas, l'argument peut être entendu, comme le fait que c'est aussi les techniques de réanimation qui sont améliorées et qu'il y a beaucoup plus de monde aujourd'hui qui est récupéré, qui a connu un arrêt cardiaque, y compris toutes les personnes qui ont une opération à cœur ouvert. Un AVC. Voilà, donc il y a un nombre croissant et au-delà d'un nombre croissant mathématiquement ou numériquement parlant, là, les progrès de technologie médicale et notamment de technologie urgentiste euh, augmentent mécaniquement le nombre de personnes qui ont vécu des arrêts et qui reviennent. Et on est à peu près sur 10% des gens qui ont eu un arrêt cardiaque qui reviennent avec ce type de témoignage. Donc 10% des gens, quand vous avez plus de gens par an, si vous avez plus de gens dans les années 90 qui ont connu un arrêt cardiaque et qui sont revenus que dans les années 70, et bien automatiquement, d'une année sur l'autre, ça fait plus de témoignages qui remontent. Voilà. Pour ce qui est des chiffres, Et on est encore dans du factuel et on est encore dans du phénoménologique, hein, tout simplement. On n'est pas dans des choses qu'on imagine. 1981, selon une étude, 8 millions d'Américains ont vécu une NDE. En 81, donc l'étude, elle serait d'autant plus intéressante puisque tu parles des nouvelles technologies qui permettent à l'heure actuelle de pouvoir garantir une sécurité lors de certaines opérations parfois à risque et qui
peut-être, on va dire, favorise le fait que des personnes reviennent à la vie normale. Elles ont été maintenues en vie. 8 millions d'Américains en 80, qu'est-ce que ça serait aujourd'hui? Quel est l'effet ou le regard que l'on porte aujourd'hui sur les NDE en France? Toi qui justement parcours tous ces sujets, ces thèmes, qui va à différents congrès en France, hein, tu parlais J'ai de... assisté au congrès de Sonia Barcala à Marseille en mars 2013. Je suis pas du tout un expert du sujet. Ça fait partie en revanche des sujets que je vais suivre comme ça de façon un peu généraliste, hein. Éric Pigani était présent là-bas. Toutes les personnes, Raymond Moody bien sûr était présent là-bas. Jean-Jacques Charbonnier était également là-bas. Enfin, tous les grands noms, les grandes figures du sujet étaient rassemblés là-bas. Et la situation en France aujourd'hui, elle est de deux ordres. C'est tout d'abord le fait que, eh ben en fait, dans les établissements hospitaliers en tant que tels en France, on a des équipes qui ont toute légitimité pour mener des recherches dans cette direction-là. Mener des recherches, c'est au sens recueillir la parole, c'est-à-dire comme une cellule d'écoute, quoi, mais qui est reconnue en tant que telle. euh, dans le service, dans l'étage, c'est tel gus, c'est tel infirmier, c'est tel chef de service qui fait le boulot public de recueillir la parole des personnes souhaitant partager ça, quoi. Donc ça, c'est un premier aspect. Donc Donc il y la a, démarche d'aller vers les voilà, donc patients et de il y a poser des questions. à mon sens, ça traduit une acceptation institutionnelle de cet aspect portés par des personnes qui font partie de l'institution, qui sont un peu plus avancés que les autres, ou qui sont un peu plus pionniers que les autres, hein, mais qui sont tout à fait tolérés par le système, par l'organisme social de l'institution hospitalière. Ça, c'est un premier aspect. Le second, euh, j'ai le sentiment que en France aussi le sujet est devenu plus grand public, quoi. Y compris parce qu'on a aussi des médecins qui en ont fait des NDE en France. Donc on a des personnes, donc il y a des médecins qui du coup se sont impliqués dans des associations ou dans des sociétés savantes, hein, qui font qui font le même travail que Moody, grosso modo, de recueillir, de collecter, d'analyser, de trier, etc., etc. Il y a d'autres médecins qui eux sont plus sur la logique de prendre la parole en public pour vulgariser les choses, pour les relayer, pour se faire vraiment l'écho et transmettre ce qu'elles ont pu elles-mêmes observer. Charbonnier est dans ce cas de figure, par exemple. Et ça, à mes yeux, c'est fondamental. Enfin, en tout cas, ça participe de la situation en France. On a quelqu'un comme Sonia Barcala qui fait un boulot exceptionnel, euh, spécialisé sur le sujet, en ayant fait un documentaire qui est super, super sérieux, super bien fait, qui s'appelle Faux départ, que j'invite vraiment chacun à observer. Et là, il se trouve que, en l'occurrence, les actes ou les DVD et les actes du congrès, du deuxième congrès de mort imminente qui a été organisé ou de mort temporaire, puisque certaines personnes aiment bien ça, ou de mort provisoire, puisque c'est une mort qu'on a pu avoir, mais on en est revenu, donc voilà. Aime bien employer comme expression, sont disponibles aujourd'hui. Donc ce qui fait qu'en fait, pour ceux qui veulent en savoir plus ou qui veulent vraiment avoir accès à un état des lieux, y compris avec des témoignages de praticiens de santé aujourd'hui en France qui sont sur ces sujets-là, toutes les infos sont publiques, sont formalisées, sont accessibles. On se regarde le DVD, c'est comme si on était en train d'assister au congrès qui a eu lieu il y a 9 mois, quoi. Voilà. Et vraiment le documentaire Faux départ, pour moi, c'est le meilleur documentaire scientifique grand public sur le sujet qui a été fait aujourd'hui. On peut le trouver relativement facilement. Très facilement, ouais, bien sûr. Ça se trouve de mémoire, la boîte de production de Sonia, c'est S17 Prod. Donc voilà, Sonia Sur le Barcala, site. ça se trouve sur Facebook, elle a sa page. Enfin voilà, donc les informations sont assez aisément accessibles pour ceux qui le souhaitent. En tout cas, Raymond Moody, il a été coiffé au poteau. C'est ce que, Ah, je pensais qu'il avait été coiffeur dans un autre contexte. c'est ce que dit Fred Schoonmaker, pardon, l'un des plus grands cardiologues américains, qui dit ces simples mots lorsqu'il rencontre Raymond Moody. Vous m'avez coiffé au poteau. Depuis 1961, il avait collecté plus de 2000 cas de NDE parmi ses patients. Donc il Voilà. n'était pas déjà le seul. Mais ces 2000 cas, il n'en avait pas fait un bouquin. Il n'avait pas fait le travail d'ouvrir la boîte de Pandore, ou en tout cas
de rendre accessible cette connaissance qu'il avait accumulée, qui lui restait personnelle de facto. Tu mentionnes les institutions, le milieu hospitalier, avec, alors, Ça bouge du côté des ah, institutions, puisqu'en fait, il y a des personnes au sein des institutions qui ont vécu ces expériences-là. Donc, ce qui était tu ou nié ou délégitimé ou refoulé en 70-75, eh ben, en 2005-2010, ça n'est plus possible, ça n'est plus le cas, parce que automatiquement, on va avoir soit des proches, soit des personnes elles-mêmes dans le secteur hospitalier qui ont connu elles-mêmes des NDE. Et donc, ça fabrique une acceptation induite automatique au sein de l'organisme social. Et c'est ce qui se passe plus globalement à l'échelle de notre société, bien sûr. pour ce qui est des scientifiques, parce que là tu parles des institutions, c'est une chose, les médecins, ok, très bien, mais pour, j'allais dire, peut-être les purs et durs de scientifiques qui peut-être ne vont pas à proprement parler dans les hôpitaux, mais sont des neuroscientifiques qui restent derrière leur microscope en train d'analyser le cerveau, des diagrammes, etc. Est-ce que en France, il y a parmi j'allais dire, purs et durs, je ne sais pas si le terme est exact, hein, tu es plus qualifié que moi pour le dire, un sentiment d'ouverture, d'acceptation vis-à-vis peut-être justement de la foule de ceux qui témoignent? Tout dépend des. Là, on est vraiment sur des questions individuelles, hein. On va avoir autant des gens qui sont neuroscientifiques ou dans tout ce qui est sciences cognitives. Dès les années 80, on avait des chercheurs en France qui étaient ouverts à ces questions-là et qui étudiaient les états de conscience modifiés et donc qui ont pu s'intéresser au NDE. Et avec les années 2000, on continue à avoir des neuroscientifiques ou des spécialistes en sciences cognitives qui vont avoir une vision euh, aveuglément matérialiste du phénomène et qui vont considérer que ce qui se passe dans les NDE, ce sont des hallucinations liées à des modifications des molécules chimiques présentes dans le cerveau. Bon, après, ce type d'argument, il est un peu battu en brèche ou il devient un peu caduque quand on a des témoignages et vérifiés et étayés qui viennent par exemple raconter comment telle personne a pu, quand elle revient de son expérience d'arrêt cardiaque et donc de déclarée morte, elle va raconter ce qui a été dit au téléphone à 500 mètres de là, dans des pièces qui n'étaient pas à côté d'elle, quoi. Donc, donc déjà, la première conséquence, c'est que de toute façon, tout ça fait que ça invite à revoir nos conceptions de la mort, ou à revoir les critères qui définissent ce qu'est la mort, puisque en tout cas, il semble que des personnes qu'on va déclarer mortes pendant plusieurs minutes, voire 30 minutes, sur des critères fondés sur l'activité cérébrale, sont en mesure de revenir à la vie. Donc il y a quelque chose qui se passe qui la vie ou en tout cas la conscience est distincte de la seule activité cérébrale. C'est en tout cas la conclusion logique qui découle du phénomène, de ces phénomènes-là. Et deuxièmement, là je citais le fait que les personnes peuvent raconter des conversations qui ont eu lieu à 500 mètres de leur bloc opératoire ou qu'elles ont vu les numéros d'une plaque d'immatriculation de personnes qui ont eu des intentions très fortes à leur égard, des intentions positives, et c'est 6 mois plus tard, quand elles sont sorties de leur coma, qu'elles énoncent le numéro de la plaque d'immatriculation qu'elles ont vu dans leur coma, où elles ont en clair senti une personne qui priait pour elles très fortement. C'est par cette plaque qu'elles arrivent à retrouver la personne qu'elles ont Ça vue c'est dans leur fort, ouais. état Ouais. et à pouvoir la remercier en direct dans la matière en étant incarné, quoi. Voilà. Oui, effectivement, de certains témoignages, tu parles de la prière, et des effets bénéfiques de la prière lorsque une personne, suite à un accident, est amenée à quitter son corps et de voir donc, de se voir allongé sur le sol, mais vu d'en haut, et de quelqu'un qui est là et qui prie pour la personne qui est allongée, donc en l'occurrence soi, et de ressentir, c'est ça qui est vraiment touchant, je dirais, de ressentir les bienfaits de l'énergie, de l'intention qui a été envoyée par cette personne qui prie. Oui, comme si le fait d'être dans des niveaux de densité différents permet de percevoir des actions qui se situent elles aussi sur des niveaux de densité différents. Mais à mon sens, un des articles, enfin un des éléments de l'article d'Éric Pigani qui est fondamental et qui va à l'encontre de certaines idées reçues, ça peut être effectivement les choses qu'on a évoquées jusqu'à présent, mais pour moi l'idée clé, ou en tout cas ce qui serait une des idées clés dans son texte, c'est
le fait, et il ouvre là-dessus, que les NDE, on est, l'expérience de type NDE, on peut tout à fait l'avoir sans passer par le stade de la mort clinique. Donc, et Moody donc, vient confirmer ce phénomène en disant que bah, dans le jargon, on appelle ça des NDE spontanés. Donc on peut tout à fait avoir, tous autant que nous sommes, nous pouvons avoir ce type d'expérience. Certains d'entre nous l'ont sans doute eu en l'ignorant. Mais c'est à partir du moment où on a eu en tout cas cette expérience, une expérience de cet ordre qui s'accompagne par le fait de se sentir en union avec le cosmos, et aussi de percevoir une lumière ineffable qui vient d'en haut, qui vient d'un certain côté, ça c'est des ingrédients très très forts, des critères ou en tout cas des éléments clés caractéristiques d'une NDE. Et donc si on a eu ça sans être mort, il n'y a pas de problème puisque les NDE spontanés, les NDE sans devoir mourir, existent et sont parfaitement référencés du côté de la littérature scientifique du domaine. Donc ce qui fait qu'on c'est vrai qu'on a eu sur cet article, on a eu beaucoup de Retour. retours positifs, Ouais, ouais. Non, autant de mais personnes qui ont eu des NDE, qui ont appris des choses dans le cadre de l'article, hein, que de personnes qui connaissaient un peu le sujet des NDE, qui avaient lu beaucoup de bouquins sur le sujet et qui viennent nous dire qu'effectivement, à leurs yeux, c'est grosso modo le meilleur papier qu'elles ont lu depuis 10 ans sur le sujet, ouais, quoi. oui, j'ai pas l'habitude de lire non plus ce genre d'article, même si j'ai eu l'occasion d'en lire, bien évidemment. Il y a une belle synthèse, je dirais, à travers tous les différents aspects de ce que peut représenter la NDE, ou voire NDE spontanée. Alors, 1975, Moody établit 15 points de ce que pourrait être qualifié une NDE. Et en 1980, Kenneth Ring, qui a mené ses propres études, redéfinit ce que sont ou ce qu'est une NDE, mais en 5 phases. Donc je veux dire ces 5 phases pour les auditeurs qui peut-être l'ont Bien vécu, sûr, ouais. le vivent, C'est pour mais ça sans c'est savoir. pour ça qu'on a indiqué in extenso dans l'ouvrage, de façon à ce que chacun puisse s'approprier cette connaissance. Première phase, phase affective, sensation de paix, de calme absolu, de lâcher prise, de félicité, disparition de la souffrance. Un peu comme si on était dans l'espace en train d'observer la Terre. Petit 2, sortie du corps, sensation de ne plus avoir de corps ou de voir son corps sans vie. Troisième point, lieu obscur, sensation généralement paisible qui peut se prolonger. Environ 2% des sujets semblent coincés, entre guillemets, dans ce lieu et vivent cette phase comme effrayante, la qualifiant parfois de véritable enfer. Quatrième point, passage dans le tunnel. Les sujets traversent un tunnel vers une lumière indicible qui irradie un amour cosmique, entre guillemets. Cinquième et dernier point, entrer dans une autre dimension d'une incroyable beauté, où les sujets rencontrent des proches morts, des êtres de lumière, entendent une musique merveilleuse, passent leur vie en revue, ont des flashs sur leur vie future. Sur leur vie future. Alors, il y a... bon. Il y a aussi la galerie d'images, hein, qui accompagne l'article, hein. Oui, tout à fait. Alors, Jean Bosch, bien évidemment. Qui ne connaît pas, bien entendu, L'ascension cette vers toile? l'Empyrée, ouais. Exactement. Elle date, cette toile, de 1500-1504. Hein, la vision de l'au-delà, peinte au XVIe siècle par Jérôme Bosch. Alors, qu'est-ce qu'on voit, hein, peut-être pour les auditeurs? Voilà. Donc, pour ceux qui nous regardent via Internet, il y a ce tunnel avec ces anges, ce qui décrit exactement déjà. Et là, en fait, les 5 images ou les 5 œuvres d'art qu'on a sélectionnées pour accompagner L'illustration. pour accompagner le grand format d'Eric Piani, ce sont en fait donc des œuvres qui correspondent. Chaque œuvre correspond à une des 5 étapes. Donc ça permet comme ça de pouvoir se représenter les 5 étapes, hein, et aussi l'ascension vers l'Empyrée incluse, pourrait-on dire. Ce sont des œuvres faites par des artistes qui ont connu des NDE et qui du coup peignent ou créent des œuvres pour témoigner de leur expérience. Et bien sûr, pour chacun, on a choisi une œuvre qui correspondait à une des étapes, quoi. Voilà. Puisque chaque artiste peut peindre les différentes étapes. Mais voilà, pour certaines, on a fait des choix comme ça. Tel artiste, c'est telle étape, ou tel autre artiste, c'est telle autre étape. Mais en tout cas, voilà. Voilà, il est probable que ça soit quelque chose de démocratique. Alors, un exemple qui a été cité par Gilles Piani, c'est celui d'Eben Alexander. Alors, j'ai adoré parce que j'adore quand il y a un basculement qui s'opère, qui est assez radical. Alors, cet homme, qui est-il? Professeur de neurochirurgie à l'école de médecine de Harvard,
un scientifique rigoureux, rationnel, respecté, qui avait toujours affiché publiquement son scepticisme quant à la NDE, jusqu'au jour où, atteint d'une méningite rare, il sombre dans un coma profond. Une semaine plus tard, il en ressort, et alors que les médecins pensent arrêter son traitement pour le laisser partir, il ouvre les yeux, revient de son absence au monde, avec un récit assez typique d'expérienceur, mais avec une forte prédominance de rencontres avec des êtres de lumière, une foule d'êtres transparents, chatoyants, des formes supérieures les plus avancées. Et autre particularité de son expérience, la musique. Omniprésente, palpable, presque matérielle, elle prenait tantôt la forme de vibration, tantôt de chant, dit-il. De quoi attiser la curiosité de l'oreille des musiciens. Et alors, ce qui est intéressant avec Eben Alexander, c'est qu'une fois qu'il a eu l'occasion de vivre cette expérience, il a été un farouche défenseur de ce que pouvaient être les NDE. Et quand je dis farouche, on sentait que pour lui, ça avait été tellement réel qu'il était impossible vis-à-vis des sceptiques dont il faisait partie au préalable de ne pas pouvoir défendre quelque part un peu bec et ongle. Oui, ben c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a un moment, c'est ce que je pouvais dire au début de notre discussion à propos, au sujet de cet article, hein. C'est que lorsque l'expérience directe est là, on peut la taire un peu, mais on va pas pouvoir la taire toute sa vie, quoi. Et là, pour Eben Alexander, donc il bénéficie d'un contexte qui est 30 ans après Moody, parce que si ça lui a été arrivé avant que le livre de Moody paraisse, il aurait sans doute, soit il se serait tu, mais pendant plusieurs années, soit ses confrères l'auraient sans doute catalogué ou interné quelque part, quoi. Mais sauf qu'on est 40 ans plus tard, et du coup, eh ben, il y a toute une communauté scientifique qui du coup, est en soutien autour de lui, et notamment dans le personnel soignant. Je te propose, si tu le souhaites, Maxence, d'ouvrir le standard, parce que vu qu'on va sortir, Allons-y, rebondir de sujet en bien sûr, sujet, bien sûr, bien sûr. autant que les auditeurs puissent Bien intervenir sûr, et hein, réagir aux sur différentes des thématiques. thématiques, bien Bah sûr, en oui, bien fonction des sûr. thématiques, bien entendu. Le 08 92 23 95 20, Maxence Laillé, pardon, Layet pour cette nouvelle revue, son deuxième numéro, Orbs, numéro 1, l'autre planète, que l'on peut trouver. Sur internet à www.orbs.fr, et puis aussi dans les librairies un peu partout en France. Il y a les librairies du réseau Leclerc en France. On va citer les marques, c'est plus simple. Donc les librairies du réseau Chapitre, au Furet du Nord, chez Charlemagne. Et puis donc tous les Cultura du réseau Leclerc. Donc ça c'est bien pour toutes les villes moyennes, que ce soit Dijon, Troyes, Belfort, Vernon. voilà, enfin il y a vraiment, on peut trouver la revue par là-bas, et donc voilà, il y a à peu près il y a plus de 300 librairies en France qui ont la revue, oui. Mm. Elle est disponible qu'en librairie, elle n'est pas en maison de la presse, elle est disponible qu'en librairie. Alors il y a une bible des psychiatres qui sort, et ce qui est aussi intéressant, c'est que suite ou grâce à la sortie donc du livre de Raymond Moody, eh bien ça a eu une telle volée, ça a ouvert tellement de portes que les psychiatres en sont venus petit à petit, et ça en 94, à y inclure dans cette fameuse bible des psychiatres des nouveaux paragraphes concernant les NDE. Donc tous ceux et celles qui peut-être étaient dans les hôpitaux psychiatriques et qui étaient bah, pareil, toujours pareil, hein. Comment qualifier une maladie dite mentale d'une expérience alors là, ça a permis certainement de voir aussi jour parmi tous ceux qui peut-être étaient Oui, enfermés et qui n'étaient pas vraiment à leur place parce qu'ils avaient vécu ce genre d'expérience. bien sûr, et, avec malheureusement le fait qu'au bout de 6 mois ou plus qu'on prenne des médocs comme on peut fournir dans les établissements psychiatriques, bah, du coup les personnes sont vraiment dans un contexte psychiatrique, quoi. C'est-à-dire que la camisole chimique, c'est malheureusement une réalité, et ça a un effet déstructurant certain. En tout cas, c'est reconnu, donc ça peut être déjà une aide. Oui, c'est-à-dire on voit très bien, si on fait le rapport, hein, en 20 ans, on est passé d'un phénomène qui n'existait pas à un phénomène qui a droit de citer dans la Bible, le DSM-4, qui est la Bible des catégories, hein, de l'arborescence des troubles ou des catégories psychiques, quoi. Voilà. On parlait tout à l'heure de l'overview avec L'overview effect, ouais. ouais, effect avec donc ces astronautes qui ont des expériences mystiques en voyant la Terre vue d'en haut, bien évidemment. Là, pour ce qui est de ceux qui vivent des NDE ou des EMI, hein, expériences de mort imminente, eh bien, les témoins, à hauteur de 74% changent de vision.
Quand je dis change de vision, le regard qu'il porte sur la vie change radicalement, avec des caractéristiques communes, là aussi, pour ceux qui vivent cette expérience à 74%. Oui, tout à fait, oui. Ben c'est sans doute un des aspects les plus beaux en fait, puisqu'on est dans les suites, dans les conséquences, dans les implications de l'expérience de la NDE. Il y a donc l'expérience en elle-même par rapport à cette dimension ou par rapport à sa surprise ou par rapport à ce qu'elle peut enseigner. Et puis, il y a un changement d'état. Moi, ce que je trouve intéressant dans l'expression changement d'état de conscience, c'est l'idée qu'il y a changement d'état. Il y a un changement d'état chez les gens, c'est-à-dire un changement d'être fondamental, qu'on appelle ça niveau d'énergie, qu'on appelle ça psychologie, qu'on appelle ça neuromédiateur ou hormones, etc., etc. Il y a en tout cas un changement d'état chez les personnes qui fait qu'elles sont différentes. Elles se sentent différentes, elles se sentent plutôt en paix, elles se sentent plutôt en amitié avec les autres, elles se sentent plutôt moins stressées. Donc ça a des, comment dire, des, euh, des traductions véritables d'un point de vue neurovégétatif, d'un point de vue système orthosympathique ou système parasympathique. Se sentir en paix, c'est un rythme cardiaque qui est plus cohérent ou plus calme. C'est une pression artérielle, une pression sanguine qui va être différente. C'est donc par rapport aux 500 ou 700 protéines qu'on a dans le sang, celles qui concernent notre état émotionnel, c'est-à-dire les hormones qui accompagnent cet état émotionnel, on va avoir une balance ou un cocktail hormonal qui va être différent, etc., etc. Donc il y a toute une neurochimie euh, qui, euh, qui accompagne ou Mm, qui reflète mm. un état de conscience. Alors est-ce que c'est la neurochimie qui préside et l'état de conscience qui s'induit derrière, ou est-ce que c'est l'état de conscience qui fait que on arrête d'appuyer sur les boutons rouges et on commence à appuyer sur les boutons verts et du coup hop on libère des substances de type bouton vert, peu importe. Mais en tout cas il y a quelque chose de changé, il y a un changement d'état dans les croyances, dans le regard, dans ce qu'on va projeter, dans le sens qu'on donne au monde autour de nous, et ça se traduit au niveau du corps. Ça a aussi une existence au niveau du corps. Et ça, moi, je trouve ça passionnant, quoi. D'ailleurs, Hollywood avait eu l'occasion d'aborder le monde des NDE avec Expérience Interdite. C'est ça, ouais. De Et, Joël Schumacher. et oui, c'est marrant, d'ailleurs tu parles du nom du réalisateur, et ça me fait penser à une nouvelle étude qui a été effectuée via un cardiologue néerlandais. Alors, c'est pas la petite étude, elle a commencé en 2001, c'est l'étude de Pim van Lommel, Lommel, ouais, ouais. et cette étude, elle a été étalée sur 10 ans, donc là, Ça, il y c'est a de quoi l'étude, je faire. pense, scientifique la plus solide qui a été produite, hein. Et donc, le travail de Pim van Lommel et les réflexions qu'il peut avoir ont fait l'objet d'un bouquin. Le bouquin a été sorti en français il y a un an ou deux. Ça s'appelle Mort ou pas. Donc, Pim van Lommel, Mort ou pas, qui est donc un ouvrage de référence par rapport aux recherches scientifiques qui ont été faites sur les NDE et on va dire les arguments, les contre-arguments qui sont développés à l'intérieur quant au passage en revue des différentes hypothèses qui viendraient, qu'on pourrait avancer pour expliquer ou accompagner ce phénomène. Alors, j'ai beaucoup aimé, alors peut-être que tu le sais, Ça Peter... dépend, c'est quelle page. Non, parce que je pense pas que c'est fait référence. Euh, c'est page 76. Bon, il s'agit de l'acteur Peter Sellers. Ah oui. Peter Sellers, donc notre ami Colombo, qui a eu le... Non, c'est Mais pas... Je non, confonds? mais non, c'est l'inspecteur Clouseau de la Panthère Rose, Ah merde, alors je confonds. Et effectivement. Alors comment s'appelle celui qui joue Peter dans... Falk. Peter Falk. Merci. Parce que Peter Falk, je pensais qu'il avait eu ce genre d'expérience aussi. Ils Euh, avaient peut-être le même imperméable, mais sinon non. Ok, donc Peter Sellers, lui, a eu l'occasion de vivre ce genre d'expérience. Donc je ne ferai pas ce que je voulais dire, ou je ne dirai pas ce que je voulais dire, puisque c'était en rapport avec Peter Falk. Cela étant dit, puisque ces expériences sont Peut-être tellement peux-tu très... lire néanmoins ce que dit Peter Sellers. Je peux. Allez, je partage. Peter Sellers, donc victime d'un accident cardiaque, il avait été transporté à l'hôpital. Tandis qu'il quittait son corps, il a pu observer en détail tout ce qui se passait dans la salle des urgences, y compris son opération à cœur ouvert. Il a alors vu une lumière blanche, incroyablement belle, au-dessus de lui. Plus que toute autre chose, dit-il, je voulais atteindre cette lumière. Jamais, je n'avais autant désiré quelque chose.
Je savais que derrière cette lumière qui m'attirait, il y avait l'amour, le véritable amour. Je pouvais en ressentir la douceur et je me rappelle avoir pensé, c'est Dieu. Donc Peter Sellers tente de s'élever vers elle mais n'y parvient pas. Il voit une main se tendre vers lui lorsqu'il entend le chirurgien s'exclamer ⁇ Ça y est, il bat de nouveau !⁇ Au même moment, une voix lui dit ⁇ Pas encore. Retourne et finis. Ce n'est pas ton heure. Oui, ce qui est intéressant, c'est que là, par rapport à ces quelques lignes, c'est du verbatim de Peter Sellers par rapport à une interview qu'il a donnée à Eric Pigani. Et donc, ce sont les mots que cet acteur qui a eu son heure de gloire avec les années 70-80, quoi, aux grandes années ou à la grande époque des films sur la Panthère Rose, euh, voilà, c'est les mots qu'il emploie pour décrire ce qu'il a pu lui arriver, tout simplement. Aussi intéressant, puisqu'on parlait de ceux qui ressentent alors qu'ils vivent l'expérience euh, de ce que peut projeter une prière, donc une intention projetée par quelqu'un, et de ceux qui sont aveugles de naissance et qui, lors du NDE, voient. Là aussi, Ou c'est en tout cas, des gens aveugles de naissance qui ont une expérience de type NDE, leur témoignage comporte des éléments visuels identiques ou similaires à ce que les personnes voyantes peuvent relater. Ouais. c'est sûr que c'est mieux dit que la manière dont je viens de l'exprimer. Moi, j'ai pas compris, mais sinon ça va. Non, non, c'est bon, mais c'est clair que c'est plus joli, hein, là-dessus, il n'y a pas de souci. Hein. Lorsqu'on parle de DNDE, force est de constater qu'à travers l'histoire de l'humanité, finalement, ça a toujours été présent. Alors, il y a forcément le livre des morts égyptien, le livre des morts tibétain, les Upanishads, autant d'archives, autant de livres qui font référence, dans une certaine mesure, pourquoi pas, à ce que pourraient être ces voyages hors du corps, qu'ils aient été induits spontanément, volontairement ou pas, ou peut-être par accident. En tout cas, ils en répertorient les différentes étapes, ces différents bouquins ou témoignages. De même, à travers les différents artistes, on parlait de Jérôme Bosch tout à l'heure, avec Richard Strauss et son poème symphonique, qui vit à l'approche de sa mort, justement, comment est-ce qu'on pourrait dire ça le regard qu'il pouvait porter sur cette symphonie s'est retrouvé confirmé en ayant passé, l'espace de peut-être quelques instants, de l'autre côté du voile. Des confirmations qui se font comme ça. Lorsque C'est là où toutes ces anecdotes qui sont relatées par Eric Pigani, c'est là où on voit bien la finesse du voile qu'il peut y avoir entre la conscience ordinaire, comme l'on dit, ou la conscience normale, et ces consciences augmentées ou ces consciences différentes qui vont nous faire aller vers le haut, aller vers le bas, aller vers la gauche, aller vers la droite. Mais en tout cas, voilà, le voile est poreux. Et donc, par exemple, donc, dans des situations de créativité comme celle de rédiger une musique ou d'écrire un poème, inspiré, pourrait-on dire, des informations sont présentes euh, que les artistes en situation de conscience ordinaire ignorent fondamentalement, sauf que ils se rendent compte à un moment donné parce que leur vie leur permet ou les amène à avoir les expériences en question, des expériences qui ouvrent les portes en question, euh, des expériences qui viennent faire écho avec des choses qu'ils ont pu écrire, créer, composer 20, 30 ans plus tôt et qui correspondent exactement à ces choses-là. Et ça, c'est effectivement comme Eric Pigani est lui-même pianiste, hein, il a été le dernier élève, on pourrait dire, de Georges Chiffra, le célèbre euh, euh, pianiste émérite. Et donc il y a quelque chose au niveau de la sensibilité artistique qui rend le voile encore plus fin, en quelque sorte, que dans la sensibilité artistique, qu'on soit ou non artiste. C'est le fait qu'il y ait cette prédisposition-là, ou cette sensibilité-là, qui fabrique cette porosité, qui fabrique cette capacité à avoir la conscience, il va pouvoir interagir avec l'invisible, ou avec autre chose, ou avec quelque chose qui est là, mais que notre conscience ordinaire ne nous permet pas d'appréhender consciemment, pourrait-on dire. Olivier Chambon, psychiatre, a écrit un livre avec William Belvy, Expérience extraordinaire autour de la mort,
Alors, pour Olivier Chambon, l'importance du matériel que nous avons sur les NDE spontanés nous montre clairement que notre conscience n'est pas localisée dans le cerveau. Donc là, pour le coup, avec cette phrase, il nous dit que les NDE spontanés sont à l'image de ce que tu viens de nous dire, où ce voile quelque part un petit peu est très poreux pour aller voir, connecter, toucher ce qu'il y a de l'autre côté. Et en même temps de constater que on va dire les différentes représentations de ce que pourrait être la réalité ou les réalités se fondent et de pouvoir constater que la conscience n'est pas donc au sein du cerveau, dans les neurones et tout le système neurologique que l'on peut imaginer à l'heure actuelle comme étant le réceptacle de la conscience. Donc pour Olivier Chambon, en tout cas, c'est une certitude. Oui, il n'est pas le seul, mais tu l'as très bien dit. Fous-toi de moi, t'as raison, fous-toi de moi, t'as bien raison. Lorsqu'on parle de ces NDE, là aussi, c'est vrai que ça paraît tellement évident que ça passe. Ce que je veux dire, pour rebondir sur ce que tu disais Je t'en prie. concernant Olivier Chambon, et quand je dis il n'est pas le seul, c'est que cette ouverture à l'hypothèse d'une conscience non localisée, c'est-à-dire qui ne serait pas dans le cerveau, qui ne serait pas dans les circuits neuronaux ou dans cette, cette matière grise, cette masse grise qui est celle du cerveau humain. Euh, donc Olivier Chambon, qui est psychiatre, prend la parole dans ce sens-là pour la France, mais il y a d'autres chercheurs au Canada, au Québec, avec Mario Beauregard, qui a été un des pionniers il n'y avait pas que lui, mais c'était un des pionniers, un de ceux qui l'a le plus dit publiquement et médiatiquement depuis une dizaine d'années, quoi. Et puis il y a d'autres chercheurs, bien entendu, dans le monde anglo-saxon, qui défendent cette thèse-là en rassemblant, Sheldrake éventuellement, bien sûr, hein, en rassemblant les indices qui étayent cette hypothèse. Voilà, c'est dans ce sens-là que je le disais. Je rappelle le numéro de téléphone quand même, le 08 92 23 95 20. C'est super. Apparemment, les auditeurs donc comprennent tout, pas vraiment de questions de leur part. Euh, un classique du genre, Dickens, Monsieur Scrooge, le fameux Noël de Monsieur Scrooge, là aussi, à travers ces différents fantômes qu'il va avoir l'occasion de visiter, pourrait nous laisser penser à l'image d'une NDE qui est vécue. Alors, est-ce que c'est Dickens qui l'a vécu et qui essaie de le roman, peut-être traduit cette expérience? Mais voilà, mais c'est vrai que ça paraît dans cette... ça fait écho, ça résonne, Hmm. comme on dit. Euh, Lorsque on aborde ce sujet-là, il y a un autre point qui va nous permettre de passer au thème suivant, c'est la manière dont justement Raymond Moody a été interpellé encore une fois par Platon. Il est partout, hein, le filigrane, le fil rouge, c'est peut-être Platon au sein de Hobbes, je ne sais pas. Peut-être. Hein. Euh, Dans ce numéro, en tout cas. oui, dans celui-ci, on est bien d'accord. Alors, est-ce que tu souhaites nous dire justement dans quelle mesure Raymond Moody trouve Platon intéressant et ça a été le, Ben, le- ça a été le déclencheur le de déclencheur, ça. C'est ça l'étincelle? qui est incroyable. Moi, c'était quelque chose que j'ignorais totalement. Comme Eric Pigani, lorsqu'il a préparé ce texte, ignorait ce que pouvait raconter Jean-Pierre Gou de son côté concernant la Terre. Mais effectivement, donc moi, quand j'ai lu les deux textes côte à côte, j'étais plus qu'interpellé par le fait qu'il y avait Platon ci, Platon là, quoi. Et donc, ce qui a déclenché, ou ce qui a participé du déclenchement de l'intérêt de Moody, d'un intérêt structuré par rapport aux questions des témoignages individuels sur les NDE, c'est donc toujours pareil dans La République, le mythe d'R, D''E', qui est donc un légionnaire, je crois que c'est ça, ou en tout cas un soldat, qui raconte, qui relate quelque chose, une expérience qu'il a eue, et il se trouve que si on le relie avec les lunettes qui sont celles des étapes de la NDE, ce qu'il décrit s'apparente à une NDE. Bon, et d'autant plus que euh, il évoque bien le fait qu'il est tombé sur le champ de bataille, qu'il était inanimé, et il a vu une lumière, et si, etc., etc. Donc il y en a une ou deux pages. Et puis, hop, il est revenu à lui, et il a pu, et puis il reprend l'aventure, quoi. Voilà. Donc là, le mythe d'air, hein, qu'on n'a pas mis dans la revue par manque de place, mais qu'on peut trouver assez facilement sur le net, le mythe d'air de Platon a été en tout cas déclencheur pour Moody de son enquête, puisque il tombe là-dessus, et puis ensuite il rencontre un autre
psy, enfin un autre expérienceur qui lui donne, qui décrit quelque chose, et là Moody se dit, bah tiens, c'est marrant, c'est un peu la même, les mêmes étapes que ce que j'ai pu lire ou ce que Platon a pu écrire il y a quelques siècles avant moi ou avant nous. Et puis donc du coup, comme il était enseignant à la fac, dans son cours, il évoque cette anecdote. Et du coup, à la fin de la première fois qu'il évoque cette anecdote, à la fin de son premier cours où il évoque cette anecdote, il y a un étudiant qui vient le voir et qui lui dit, écoutez, monsieur, j'ai un truc à vous dire, moi il m'est arrivé un peu la même chose. Voilà. Et du coup, là, à un moment, il se dit, bon, là, il y a quelque chose qui se passe il y a trop de similitudes dans les récits, même si c'est des récits faits par des personnes de différents milieux, différentes époques, différents contextes. Et donc, systématiquement, durant ses cours, il a évoqué cette anecdote. Et systématiquement, à l'issue de ses cours, il a eu des personnes qui sont venues lui rapporter des témoignages. Et c'est comme ça que sa base de témoignages a commencé à grossir. Le 08 92 23 95 20, nous accueillons Corinne. Corinne, bonsoir. Bonsoir tous les deux et puis bonne année à toi Laurent, bonne année Maxence. Bonsoir. Merci. Plein de bonheur pour 2014. Merci pour cette passionnante émission. Moi j'ai l'expérience d'un ami qui m'a posé beaucoup de questions et peut-être que j'ai trouvé l'interlocuteur idéal pour y répondre. C'était un ami c'était un collègue de travail que je connaissais depuis 12 ans. Et en fait, il a eu un plutôt genre Hells Angels, hein, le motard, tatoué, très militaire, très cartésien. Il avait vraiment une tête très très dure, quoi. Et en fait, il a eu un accident de moto qui l'a mis complètement par terre et il s'en est sorti avec des jambes brisées, un traumatisme crânien et 4 semaines de coma pendant lesquelles il, pendant, il a eu vraiment, quand il s'est réveillé, au bout de ces 4 semaines de coma, en fait, il a été très embêté pour donner son témoignage parce qu'évidemment, la seule personne avec qui il pouvait en parler, c'était son épouse. Et son épouse s'est presque un petit peu détournée de lui. Et son expérience, en fait, il avait eu l'impression, il m'en a parlé, mais des années plus tard, parce que c'était quelque chose d'inavouable pour lui. Et il me racontait que pendant ces 4 semaines, il avait l'impression d'avoir ramé dans un espèce de trou noir avec des sons, des choses assez perturbatrices, quoi. Il vivait des choses pas très cool, qu'il avait des sentiments en fait qu'il avait affligés aux autres et qu'il ressentait lui-même. Et un espèce de gouffre noir. Et au bout pour lui, hein, apparemment, ça s'est passé juste avant qu'il réintègre son corps. Il a enfin vu, au bout de ces 4 semaines, mais bon, il n'y a pas Le de purgatoire, on temporalité, pourrait dire, hein. ouais. Peut-être. Il a vu un point presque comme un ovni au loin, quoi, quelque chose qui scintillait. Et en fait, il s'est approché, c'est lui qui s'est approché. Et dans ce grand halo de lumière, plus il se rapprochait. Et en fait, il aperçut la silhouette de sa grand-mère. C'était un gosse qui était orphelin, qui avait été élevé par sa grand-mère, qui l'adorait et qui peut-être était morte il y a un an juste avant son accident. Et il était tellement, avec son cœur de Hells Angels, il était tellement troublé de voir sa grand-mère qu'il a presque couru vers elle pour la rejoindre. Et sa grand-mère lui a dit, mais non, mon petit, enfin, c'est pas l'heure. Tu sais pas que ta femme, elle est en train d'attendre un enfant. Il faut vite que tu retournes dans ton corps parce que tu vas avoir un enfant. Et lui, il ne le savait pas, évidemment, même la femme ne le savait pas encore, hein. C'était vraiment un tout petit embryon qui était en train de pousser. Et ça lui a fait un électrochoc à Hervé. Et il a eu cette pulsion En plus, sa grand-mère qui lui disait, mais non, t'as tout le temps, tu peux revenir bien plus tard, t'as une vie à faire avec ta femme et ton enfant, une petite fille, enfin bon, bref. Et c'est là qu'en fait, miraculeusement, il est revenu à la vie alors que bon, les diagnostics étaient plutôt très négatifs. Et en fait, voilà, quand il en a parlé à son épouse, quand il a retrouvé 3 ou 4 jours après, pas l'usage de la parole parce qu'il était très atteint, mais qu'il a pu taper, écrire ou je sais plus comment il a communiqué, son épouse a vraiment appris ça comme un grand délire, quoi. Et en fait, c'est vrai que 3 semaines après, elle a découvert qu'effectivement, lui, il était toujours à l'hôpital et qu'effectivement, elle avait un test positif de grossesse.
Alors, je me dis toujours, mais comment il peut pas avoir inventé ça, quoi, parce que je le connais, c'est quelqu'un qui raconte pas de bobards. Comment est-ce que cette grand-mère a pu savoir, passer de l'autre côté, a pu lui transmettre déjà ce message? Est-ce que c'est la télépathie? Est-ce que c'est par quel biais ce genre de message peut passer? Et comment elle peut connaître ce que lui ne connaît pas, et le futur, en fait, quoi. Que ça m'a toujours, ça m'a toujours interrogée. Un début de réponse, peut-être, Maxence? Un début, oui, peut-être, ouais. Euh, Bah déjà, je trouve que l'histoire est très belle en elle-même. Donc merci beaucoup de nous la partager. Ah oui, oui. Et Dosio, comment ça marche ou comment la grand-mère peut faire passer ce message, je pense que ça c'est assez secondaire. Euh, euh, il semble que, par rapport à des travaux de recherche en parapsychologie qui s'intéressent à la télépathie, il semble que la télépathie puisse prendre plusieurs formes en fonction des personnes, en fonction des formes de sensibilité. On va avoir des télépathies plutôt visuelles, on peut avoir des télépathies qu'on va appeler cognitives, c'est-à-dire c'est l'impression que les mots viennent à l'intérieur de la tête. On va avoir bien sûr une télépathie qui va être plutôt on va entendre quelque chose et là du coup on bascule dans des expressions comme le fait d'être clairaudient par exemple ou du coup d'avoir, c'est pas tant le fait d'entendre des voix, c'est plutôt de recevoir l'information en l'entendant. C'est pas la même chose. Voilà. Donc voilà, ça c'est ce qui peut ressortir des quelques études ou en tout cas des quelques du peu que je peux savoir en matière de télépathie ou dans la façon dont la parapsychologie a pu euh, documenter les facettes du phénomène. Ça c'est un premier aspect. Euh, Ensuite, en revanche, par rapport à comment la grand-mère pouvait savoir ça, là aussi, il y a plusieurs explications possibles si on a envie de se référer à la tradition à 100% ou aux traditions à 100%, que ce soit des traditions, comme on le disait tout à l'heure, livre des morts égyptiens, livre des morts tibétains. Il y a évidemment la tradition spirit d'Alan Kardec. Il y a plusieurs traditions comme ça qui existent, qu'elles soient occidentales ou non occidentales. Moi, je vais vous répondre en utilisant une approche que je connais un petit peu, qui est celle de la physique quantique. Et c'est-à-dire, qu'est-ce que nous enseigne la physique quantique? Elle nous enseigne plusieurs choses. Et un des fondamentaux qu'elle nous enseigne, c'est que nous sommes à la fois ondulatoires et particulaires. Nous sommes sans doute plus que ça, mais en tout cas, c'est déjà deux dimensions qui ont été, on va dire, documentées de façon un peu stable. Voilà, nous sommes donc à la fois ondulatoires et particulaires. Et donc, ça veut dire que des choses qui se passent au niveau de la matière ont un pendant, un reflet, un écho d'un point de vue ondulatoire. Et donc, ce qui fait que, quand bien même la chose n'est pas forcément mesurable dans sa dimension matérielle, c'est-à-dire qu'il y a un petit bout de cellule et il n'y en a pas 45 et il n'y en a pas 100 000 et il n'y en a pas 1 million et donc il n'y en a pas assez en termes de quantité pour être détectable par un capteur chimique ou il n'y en a pas assez en termes de quantité pour être visible à travers des appareils de visualisation médicaux. Donc il y a quelque chose qui est là et ce quelque chose qui est là par la dimension ondulatoire est une information qui participe au concert d'informations, qui participe à la symphonie ou à l'orchestre de vibrations qui vont être présents dans un corps ou dans un système où il y a plusieurs ondes à la fois. Pour mémoire, le cerveau émet des ondes cérébrales, le cœur émet des ondes cardiaques, les intestins émettent des ondes, l'œil émet des ondes. C'est pour ça qu'on utilise un appareil comme l'oculogramme, l'électrooculogramme qui permet de mesurer l'activité électrique du battement de l'activité électrique de l'œil, etc., etc. Donc toutes les parties du corps s'accompagnent, là j'évoque l'activité électrique, mais s'accompagnent d'une activité ondulatoire que l'on est en mesure de percevoir. Et donc il y a toutes les activités ondulatoires qui existent qu'on ne perçoit pas, y compris donc au niveau cellulaire. Et c'est ça que la physique quantique et notamment la médecine quantique, depuis une quinzaine d'années ou depuis une dizaine d'années avec des appareils électroniques de plus en plus sophistiqués, est en mesure d'entendre ou de percevoir plus ou moins finement, plus ou moins de façon fiable, mais en tout cas commence à être, si vous voulez, on passe du cornet acoustique au sonotone un peu plus sophistiqué, quoi. Ben là, c'est pareil avec les appareils de médecine quantique. Ça te fait marrer, Laurent, mes analogies? Mais oui, j'aime beaucoup, ne serait-ce que le mot sonotone ou auricu. L'électro-oculogramme, Voilà, merci. Alors là, chapeau, là. mais ça, c'est le capteur qu'on met sur l'œil et qui permet de Ah, capter moi, je l'activité pensais que ça électrique de passait par l'œil. en dessous, tu vois, pour Mais, dire. ah, mais non, ça porte un autre nom, mais je ne Oui, dirais pas
l'antenne à cette heure-ci, il est bien trop tôt. Oui, ça pourrait choquer les esprits. Voilà, il est bien trop tôt pour choquer les esprits là-dessus. Il y a des horaires pour ça, mon cher Laurent. Tu sais, c'est les biorhythmes, hein, faut le savoir quand même. Bon, reprenons. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce qui pouvait se passer dans le corps sois pas perturbé, de l'épouse de Hervé, dans sa dimension matérielle, s'accompagnait d'une résonance, s'accompagnait d'un écho, s'accompagnait d'un signal, s'accompagnait d'une ondulation. Bien sûr. Non, mais je sais que tu me regardes pas pour rester bien concentré, mais tu as raison, parce que sinon tu pourrais pas raconter ce que tu racontes. Vas-y, je t'en prie. C'est pour garder effectivement mon fil pendant que tu tressautes des épaules. Et donc il y a quelque chose qui se passe qu'on peut capter. Voilà. Donc nous, société occidentale, on a mis en place des appareils très sophistiqués pour essayer de capter l'invisible, pour essayer de capter l'inaudible, pour essayer de capter l'imperceptible et l'infiniment petit. Mais en tout cas, il est très probable, et ça, c'est plus que probable, la machine ou le dispositif ou le système le plus sophistiqué qui puisse exister, à notre échelle en tout cas, c'est le corps humain. C'est-à-dire que la sensibilité du corps humain va bien au-delà, sans doute avec plusieurs ordres de grandeur, au-delà de la sensibilité des appareils artificiels, des appareils de médecine quantique qu'on a pu développer depuis 20 ou 30 ans, c'est-à-dire depuis d'un côté le développement de la radio et de l'autre côté le développement des ordinateurs. Et donc en fusionnant les deux, ça fait des machines, des ordinateurs qui sont capables de décoder les signaux électromagnétiques ou des signaux ondulatoires, des signaux radio. Il y a d'autres signaux ondulatoires possibles, mais en tout cas on va être dans un référentiel électromagnétique aujourd'hui. Voilà, je ne sais pas si je suis clair, mais voilà, vous avez dû un peu comprendre comment une information peut exister, comment une information peut être captée, comment une information peut être relayée, comme avec un téléphone portable, même si elle est invisible et on ne peut pas la voir. Parce qu'elle est invisible. 5 sur 5, ouais, c'est remarquable Voilà. ce que vous venez de dire, tout à fait. J'ai pas perdu le fil, j'ai bien tout suivi et ça répond à 100% à ma question, tout à fait. Je comprends tout à fait maintenant. Très bien. Waouh, c'est très troublant. C'est vrai que j'ai aussi fait partie de ceux dans les années 80 qui achetaient le bouquin de Raymond Moody. Ah oui, et puis après tous les autres, évidemment, parce qu'une fois qu'on met les doigts dedans, c'est terrible. Et puis, mais je vous invite à vous procurer Psy, le bouquin d'Éric Pigani. Oui. Et j'ai tout noté là depuis le début de l'émission, en fait. Donc oui, je me passionne pour le sujet. Et puis une dernière chose avant de vous quitter, avant de continuer de vous écouter. Et avant qu'on passe à Daniel, puisqu'apparemment on a un second auditeur qui arrive derrière. Je voulais vraiment faire une dédicace très très spéciale à Maxence et à toi, Laurent. Parce que grâce à Maxence, une émission que vous avez fait, je crois, l'année dernière, sur les énergies de la Terre. L'énergie secrète de l'univers. Ou alors sur l'électroculture. Oui, aussi. Avec les points d'acupuncture, avec les domaines, tout ça. Oui, c'est ça. Je suis restée toute la nuit à votre écoute jusqu'à 5h, 5h30 du matin. J'étais totalement captivée par ce que vous disiez, Maxence. Et à la fin de l'émission, j'ai bien fait de ne pas aller me coucher. Notre Laurent a annoncé que la semaine suivante, il allait recevoir un médium pour entrer en contact avec nos défunts. Et je me suis dit, d'habitude, à cette heure-là, je suis couchée. Grâce à Maxence, j'ai pris ce message ultime de Laurent qu'il a jeté à la mer. Et je me suis dit, je suis en grand manque de ma maman qui m'a quittée l'année d'avant. Et pourquoi pas, je vais envoyer un petit mail à Laurent pour poser ma candidature pour pouvoir avoir la chance peut-être d'être sélectionnée pour contacter ma maman. Et ça a été le cas, oui. Ça a été le cas et ça a été un immense baume, un contact très 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 fort qui m'a fait trembler encore ce soir. Et je n'ai jamais oublié que c'était non seulement grâce à Ici Maintenant, grâce à Laurent, mais aussi grâce à vous, Maxence. Parce que si vous n'aviez pas été aussi passionnant ce soir-là, je serais allée me coucher, j'aurais loupé la voix de ma maman. Voilà, donc je voulais vraiment vous remercier de toute mon âme. Écoutez, merci. Et en tout cas, là encore, ce que vous nous dites, ça montre bien qu'on est tous reliés, ou en tout cas qu'il y a que chacun, nous pouvons participer à notre échelle, à quelque chose qui nous échappe, dont on n'a pas conscience, mais qui fait sens pour quelqu'un quelque part. Voilà. Tout à fait. Et comme vous disiez tout à l'heure, finalement, est-ce qu'on a vraiment besoin de tout comprendre? Comme vous me disiez, voilà le contact entre la grand-mère et Hervé, pourquoi, du comment, quelque part, bien sûr, votre explication avec toutes les fréquences ondulatoires, tout ce qu'on dégage comme électricité, comme aura,
bien sûr qu'on se retransmet des informations par des ondes qui sont pas tout à fait quantifiables dans la science cartésienne, mais c'est vrai que quelque part, quand j'ai entendu cette médiumnité, ce contact avec ma maman, et même Laurent n'a pas résisté à la fin de la conversation à mettre son doigt et à participer à cette énergie. J'ai aussi ressenti du ventre quelque chose qui me reliait intimement, non seulement à ma maman, mais aux personnes qui faisaient le lien, dont Laurent, qui faisait le lien avec ces énergies, donc qu'on ne peut pas expliquer de façon formelle, mais qui existe bel et bien. Et puis, bon, Mais voilà. ça c'est un des autres fondamentaux de la physique quantique, Oui. c'est le fait que déjà on est en interaction avec tous les uns avec les autres sans le savoir, donc c'est le côté tous reliés, mais de facto, par exemple, le fait d'être en lien comme là on l'est maintenant avec votre voix qui nous parle, donc puisque nous l'entendons, c'est une pression acoustique qui entraîne un effet domino au niveau de l'audition qui se traduit par un signal électrochimique oui c'est ça, enfin mécano-chimique, mais mécano-électrique au niveau de l'activité du cerveau, qui induit des choses au niveau du cerveau, etc., etc. Ça nous relie ensemble, ça nous relie au sens où ça nous lie ensemble, et ça c'est l'enchevêtrement et l'intrication au niveau de la physique quantique. Voilà. Ça c'est un des autres, postulats, ou enfin pas des postulats, mais c'est un des autres fondamentaux de la physique quantique, le fait que plus il y a d'interaction, plus les deux systèmes sont entremêlés les uns avec les autres, et plus du coup l'interconnexion ou le lien qui existe sera fort ou direct. Voilà. Excellent. En tout cas, j'aimerais bien l'entendre, moi, cette symphonie de l'autre côté. Il paraît qu'il faut Parce prêter que- l'oreille droite. Ah, très bien, très très bien. Bon bah je vais m'entraîner parce qu'il paraît que ce sont des notes très 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 belles, et paraît assez féeriques. Donc bon, on essaierait d'avoir ça. J'ai déjà entendu des sons qui ont été enregistrés par la NASA au centre, au cœur de l'univers, et Oui, c'est ça, ouais, par rapport aux étoiles, ouais, tout à fait. c'est pas très très loin en fait. Non. Bon, je Mais vous dans remercie le prochain tous les numéro deux. de la revue, Oui. on fait quelque chose là-dessus, sur Oh, les passerelles entre la musique, les ondes et voilà. On va formidable, aborder très ces bien. choses-là, ouais. Bon, bah vous avez une abonnée de plus alors. Royal, cool. Très Allez, bien. Bah, je vous embrasse tous les deux très fort. merci beaucoup Corinne Bonne nuit, au de revoir. votre Au témoignage. revoir, Je vous en Corinne. prie, au revoir. Pour clore le dossier NDE ou EMI, j'aimerais faire partager aux auditeurs l'expérience qu'a vécue tout simplement Eric Pigani. Je la trouve assez incroyable, puisque là, pour le coup, c'est une expérience qui n'est pas sujette à être tombé au préalable dans le coma, après un accident ou au cours d'une opération chirurgicale. Non, ça se fait au sein d'un concert. Alors juste avant que tu Je le t'en lises, prie. avant que tu lises, je veux préciser deux choses sur cette partie. Donc ça illustre, donc Eric le raconte dans son article, dans son texte, et c'est une illustration de ce qu'on pouvait évoquer en termes de NDE spontané, c'est-à-dire le fait de vivre une NDE sans devoir mourir. Premier aspect. Second aspect, ce que tu vas lire est consultable sur Internet. C'est-à-dire que Eric a rédigé ce témoignage-là, son récit, juste son témoignage, hein, juste ce que tu vas lire. Il y a une version plus longue qui est disponible sur Internet et qui est disponible à dessein pour que les personnes puissent le lire et s'y référer de façon intégrale et exhaustive. Voilà. Nous étions en mars 1978. Dieu seul sait pourquoi, j'avais accepté de participer à la soirée d'ouverture du festival de mime de Lille avec un court récital de piano. Lorsque je suis arrivé, la salle était pleine à craquer. Un public majoritairement constitué d'étudiants pas forcément prêts à écouter Chopin et Debussy. Je n'avais qu'une envie, tourner les talons et annuler ma prestation sur le champ. Pis encore, je ne me sentais pas prêt à jouer car, pendant les 3 jours précédents, j'avais été délégué aux journées d'études du Festival international du son de Paris, où il avait été question de musicothérapie. Si je connaissais bien mon programme, je n'avais pas pu entretenir sérieusement mes doigts. J'entrai en scène, saluai rapidement et allai m'asseoir devant le piano. C'est ici que les choses commencèrent à se gâter. Ma chaise était trop basse, le piano était archi faux
et le régisseur s'amusait avec les éclairages, ce qui rendait tout repérage du clavier impossible. Toutes les conditions étaient réunies pour provoquer une véritable catastrophe et alimenter mes cauchemars pour le reste de mon existence. Malgré les circonstances, mes doigts couraient naturellement sur le clavier, les harmonies rebondissaient sur les murs de la salle et, curieusement, le piano me paraissait moins faux. Je tendais l'oreille, persuadé qu'il s'agissait d'un phénomène d'accoutumance. J'écoutais plus attentivement et ne comprenais pas. Les accords sonnaient vraiment plus justes. Le public ne faisait plus un seul bruit. J'éprouvais alors un étrange sentiment. Les sons semblaient venir de loin, de très loin, et je me sentais léger. Je relevai la tête. J'étais au fond de la salle et, au loin, je voyais un pianiste jouer. Ce pianiste, c'était moi. La scène à laquelle j'assistais dépassait tout ce que j'aurais pu imaginer. Je flottais à mi-hauteur de la salle de spectacle, au-dessus du public, et je me regardais jouer. Je me laissais emporter par les sons. Des couleurs fusaient devant moi. Des atomes explosaient en myriades de galaxies. Des particules lumineuses dansaient et je dansais avec elles. J'étais libre. Autour de moi, des nuées de vibrations émanant du public s'unissaient à celles de la musique. Des formes lumineuses géométriques commencèrent à m'entraîner dans une danse cosmique. Et j'eus l'impression d'exploser en milliards d'étoiles. Je n'ai plus aucun souvenir de la fin de ce concert, ni de la façon dont j'ai pu interpréter les œuvres de mon petit programme. Je me suis juste réveillé, entre guillemets, à peu près au moment où le public applaudissait debout pour réclamer un bis. Jamais, de ma vie, je crois n'avoir ressenti un état de bien-être comparable à celui que j'ai éprouvé pendant les 3 jours qui ont suivi. Aujourd'hui encore, les images de cette expérience demeurent gravées dans ma mémoire avec une précision bien supérieure à celle de mes souvenirs réels les plus marquants. Il faut absolument que tu m'écrives cette histoire, enchaîne Raymond. Voilà, donc ça s'arrête là pour la lecture de l'expérience de Éric Pigani. Et de mémoire, donc, Raymond Mouilly, depuis 25 ans, relate cette anecdote ou cette histoire dans le cadre des conférences qu'il donne à travers le monde. Ça illustre, voilà, une NDE spontanée, assez forte quand même, mais peut-être qu'elles le sont toutes. Moi, n'étant pas spécialiste du domaine, en tout cas, voilà quelque chose qui donne matière à penser, y compris pour des personnes qui sont expérienceurs à l'issue d'une situation de mort provisoire. Voilà, ça, je pense, ça nous donne, ça, ça, ça fait bouger les lignes au niveau des frontières qu'on peut poser entre les phénomènes ou entre les dimensions de notre vie, y compris entre ceux qui sont expérienceurs via une NDE et ceux qui ne l'ont pas forcément été par des NDE jusqu'à présent, alors qu'on peut avoir ce type d'expérience par d'autres canaux. En l'occurrence, de la manière dont on parle Éric Éric, Pigani. ouais, dans ce témoignage, lorsqu'il mentionne des formes lumineuses géométriques commencèrent à m'entraîner dans une danse cosmique. Forcément, je fais là pour le coup référence au film de Yann Kounen, D'autres mondes, où il met en perspective le côté kaléidoscopique, fractal, des visions qu'il peut avoir du monde, entre guillemets, ou des mondes dans lesquels il évolue, ce qui fait écho justement à ce que nous dit Eric dans ce témoignage. Mais Euh, on peut tout à fait poser l'hypothèse de travail que, à partir du moment où on voit de telles similitudes ou similarités euh, dans les, dans ce qu'on rapporte euh, de certaines expériences, qu'il y a des niveaux du réel qui sont peut-être structurés ainsi. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a, au-delà de l'observateur qui va effectivement percevoir et raconter ce qu'il a perçu, ce qu'il a vu avec les mots qu'il emploie et donc avec une traduction par le langage de l'expérience qu'il a eue, euh, c'est en tout cas qu'il y a quelque chose dans notre réel, dans une des dimensions du réel, en tout cas moi je pose ça comme hypothèse de travail, hein, euh, il y a donc quelque chose dans l'une des dimensions de ce qui compose notre réel qui se présente à nous de cette façon-là, qui se présenterait à nous de cette façon-là. On peut, en tout cas, moi, il me semble légitime d'envisager de poser cette hypothèse. Et après, si on veut aller plus loin, voilà, ça fait 400 ans qu'il y a des écrits occultes, des écrits ésotériques qui peuvent éventuellement parler de ces choses-là. Mais ça, c'est un autre registre de connaissances, c'est une autre expertise, c'est une autre façon d'acquérir des connaissances. Voilà, c'est juste qu'il y a d'un côté des témoignages de gens qui racontent des choses, quelle que soit leur tradition, quel que soit leur continent, éventuellement quelles que soient les époques.
Et puis de l'autre côté, on a effectivement des connaissances du savoir qui va être consigné dans des ouvrages et qui racontent des choses quant à la façon dont, en théorie, ou en tout cas mentalement parlant, les choses seraient structurées. À l'image ou à l'idée selon laquelle le monde ou la réalité, entre guillemets, dans laquelle nous serions, serait en fait un monde fractal. Euh, L'image qu'on pourrait avoir, c'est celle des poupées russes, ou encore de la géométrie sacrée. Et puis bon, la fractale est tout à fait parlante, je ne pourrais pas mieux l'expliquer. Euh, Est-ce que cela fait partie de tes centres d'intérêt, recherche, et notamment des scientifiques à l'heure actuelle qui pensent que l'univers est une fractale? Faut que je réponde sincèrement là? Bah, je sais pas, tu t'en fais ce que tu veux. Oui, écoute, bien, sinon, par exemple, il y aurait pas un sujet sur la géométrie sacrée des fleurs ou des choses comme ça. Je sais pas si c'est parce que tu voulais me tendre la perche par rapport à ça ou si tu voulais faire le lien toi-même. Je ne C'était connaissais forcément. pas ton intention initiale. Mais qu'importe. Ce qui était intéressant, c'est de toute façon, puisqu'on parle de l'univers fractal, dans la Oui, vision qu'en ont à l'heure actuelle les oui, scientifiques. oui, mais de toute façon, dès mon premier bouquin dans l'énergie secrète de l'univers, j'évoque ces approches-là, par exemple, avec l'approche constructale, et qui est le fractal, c'est le fait qu'il y a une similitude de forme à toutes les échelles. Et donc, on descend, comme tu le disais, avec les poupées russes, de la plus grosse à la plus petite, etc., etc. Et à tous les niveaux du plan, on se retrouve à retrouver le même motif ou à retrouver la même forme. L'approche constructale, c'est le fait de partir de la plus petite forme, de la forme élémentaire, de la plus petite échelle, et après, par accumulation de formes élémentaires, ça dessine des formes plus complexes. Et ça fait une spirale qui monte comme ça. C'est pas exactement une spirale, on peut voir ça comme des couches qui s'empilent les unes au-dessus des autres. Mais en tout cas, l'approche constructale, ça part du bas vers le haut, et ça part du plus simple vers le plus complexe, du plus élémentaire vers le plus complexe. Et l'approche constructale, eh ben, c'est simplement des ingénieurs du MIT aux États-Unis, donc l'équivalent de Polytechnique un peu, et d'autres ingénieurs en France aux arts et métiers, qui ont posé les bases mathématiques des équations constructales. Et après, est-ce qu'on est juste sur un édifice théorique? Que nenni, puisque en fait les équations constructales appliquées, c'est ça qui est très intéressant, comme c'est une construction d'ingénieur, c'est des applications pratiques. Et donc les applications pratiques des théories constructales, ça explique par exemple, ou en tout cas ça délimite avec justesse la structure géométrique des crevasses et des fissures qu'on va avoir sur un sol aride qui craquelle. C'est aussi ça qui va permettre d'expliquer pourquoi les nervures des feuilles se répartissent ainsi. Et donc, comme on est sur des logiques de structures élémentaires qui s'additionnent, qui se cumulent et qui dessinent des structures plus complexes, certes, ce sont des structures plus complexes, mais de facto, ce sont des structures optimisées. Et donc, du coup, ça a des applications très concrètes en termes d'économie d'énergie, c'est-à-dire en termes de circulation des flux entre la chaleur et le froid, c'est-à-dire en termes de répartition des forces. C'est pour ça que c'est l'exemple de comment ça craquelle dans un désert par rapport aux problèmes de dilatation et de rétractation qui sont liés entre la variation thermique entre entre le jour et la nuit, le chaud et le froid, etc., etc. Donc l'approche constructale, c'est une approche moderne, récente, mathématique, faite par des ingénieurs qui a 20 ans, et voilà, je la relate dès 2006, c'était présent dans mon premier bouquin, dans les dernières pages en conclusion. Donc effectivement, l'approche mathématique qu'il y aurait un ordre sous-jacent au monde, en tout cas au monde matériel, au monde manifesté autour de nous, oui, elle est présente dans ma façon de collecter les, les pépites que le monde scientifique distille autour de nous. C'est une bonne introduction pour justement la suite de la thématique, hein, celle qui est en couverture tout simplement de Orps, l'autre planète. Donc, revue de Maxence Laillé. Et je vais donner, j'en profite. Voilà la couverture. Et vous allez sur orbs.fr FR. pour pouvoir le commander, comme dans toutes les grandes librairies dont tu as mentionné le nom tout à l'heure. Oui, à Paris, il y a la Une, il y a Procure, il y a Cornaline, il y a les librairies de la RMN, on la trouve au Louvre, on la trouve au Musée d'Art Moderne. Quelque chose qu'on a oublié de signaler, c'est qu'il n'y avait pas de publicité à l'intérieur. Et c'est un choix, C'est important. bien entendu, délibéré, quoi. Ah ouais, non, mais oui. Et puis très agréable. C'est pour ça que ce genre de magazine, de l'avoir dans sa bibliothèque, tout simplement par la richesse des sujets abordés, les fils conducteurs qui sont très subtils, mais qui tracent notre émission, mine de rien.
Tout ça pour nous dire quoi? Eh bien, je vais vous proposer d'écouter Mort et Transfiguration. C'est justement de Strauss. Fichtre. Ah oui, hein, t'as vu ça, réactif, hein. Et on se retrouve d'ici quelques instants après cette respiration musicale.